Un étudiant universitaire, Kuro Sakuragawa, est assis sur un banc public lorsqu'une lycéenne, Iwanaga Kotoko, l'aborde. Le jeune homme ne semble pas la connaître, mais elle le connaît très bien. Elle lui rappelle que c'est elle qui l'a sauvé il y a 2 ans, alors qu'il était sur le point de tomber à l'hôpital. Apparemment, Kotoko est amoureuse de lui depuis ce jour. Kuro, lui, ne se souvient même pas d'elle et encore moins d'être tombé amoureux. Kotoko lâche la bombe, l'air de rien, qu'elle sait tout du récent retour au célibat de Kuro, ajoutant que son ex, Saki, est hors jeu. La mâchoire de Kuro manque de toucher le sol. « Comment diable savez-vous ça ?» demande-t-il. Jouant la carte de la décontraction, Kotoko lui parle de son petit hobby de détective. Apparemment, le personnel hospitalier est très bavard. « Vous m'avez quoi ?» Traqué, Kuro parvient à articuler, tentant de reconstituer sa vie amoureuse soudainement publique. Kotoko hoche la tête, imperturbable, expliquant qu'elle s'est lancée dans une mission personnelle pour mettre à jour son statut relationnel. Dieu merci pour les infirmières bavardes, n'est-ce pas? Pourquoi le personnel de l'hôpital divulguerait-il mes secrets, comme si c'était l'heure de l'apéro? Se demande Kuro. Kotoko hausse les épaules et dit « Eh bien, vous n'étiez qu'un visiteur, pas un patient VIP ou quoi que ce soit. Ce n'est pas comme s'ils avaient vos informations sous clé. Il semble que dans le monde de la santé, la confidentialité des patients ne couvre pas les cœurs brisés. » Kotoko finit par exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Elle demande à Kuro s'il est prêt à se remettre en couple, et cette fois-ci, elle veut que la relation soit avec elle. Elle souhaite même qu'il se marie, et pas seulement qu'ils soient en couple. Kuro révèle qu'il n'est pas intéressé, mais la jeune fille continue de le harceler. Elle décide alors de lui demander comment il a fini par rompre avec Saki. Kuro raconte que lui et Saki rentraient chez eux un soir quand une forme de vie effrayante, un kappa, a émergé de la rivière. Kuro sait que les kappas sont des créatures non agressives, mais il pense que celui-ci l'est, car le corps d'un homme a été retrouvé dans la rivière le lendemain. Kuro explique ensuite que Saki est une personne courageuse, mais elle a eu peur en voyant le kappa. Kotoko veut savoir ce qui s'est passé ensuite, et Kuro lui dit que le kappa a soudainement tourné les talons et s'est enfui. Après cette rencontre, Saki rompt avec le jeune homme, prétextant qu'elle doit déménager de la ville. Après avoir dit cela, Kuro se lève pour partir, mais Kotoko l'arrête et lui fait savoir qu'ils n'ont pas fini de parler. Elle veut savoir pourquoi le kappa s'est soudainement enfui. Kotoko dit alors que le kappa s'est enfui à cause de Kuro. Et c'est ce qui a terrifié Saki. Elle réalise que Kuro doit être une personne mystérieuse pour que le kappa l'ait regardé et ait eu peur. En entendant cela, Kuro essaie de nier tout ce qu'il a dit, mais la jeune femme lui fait savoir qu'elle en sait plus sur le surnaturel qu'il ne l'imagine. Kotoko explique ensuite comment elle a été kidnappée par les yokai et d'autres êtres spirituels quand elle avait 11 ans. Elle a été retenue captive pendant 2 semaines, et ils l'ont suppliée de devenir leur être divin de sagesse, car ce sont des créatures à faible intellect. Elle a accepté ce rôle, et elle est, depuis lors, la médiatrice entre eux et le royaume humain. Kuro ne veut pas y croire, et la jeune fille lui dit de retrouver l'article de presse d'il y a 6 ans pour confirmer ce qu'elle vient de lui raconter. Kotoko lui fait savoir qu'elle a perdu une jambe et un œil lors de cette rencontre. Après cela, Kotoko monte dans le bus et part. Assise dans le bus, un fantôme apparaît derrière elle et il semble vouloir l'attaquer, mais il se précipite seulement vers Kotoko, lui disant de faire attention à Kuro. Il semble que tout le monde dans le monde des esprits ait peur de Kuro, pour une raison encore inconnue. Kotoko essaie d'assurer au fantôme qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur du jeune homme. Le fantôme lui parle d'une créature qui se trouve dans la bibliothèque et la supplie de s'en occuper. Kotoko prévoit de le faire le lendemain, tant que Kuro est là pour l'aider. Une scène de flashback montre Kotoko après son enlèvement. Elle était assise sur un banc public, avec peu ou pas de souvenirs de ce qui s'était passé. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais un œil et une jambe avaient disparu. Cependant, les 2 sites de blessures sont complètement guéris. Il s'avère que Kotoko a perdu ses parties du corps en échange de devenir l'être divin de sagesse pour le monde spirituel. Le lendemain, Kotoko croise Kuro alors qu'il quitte les archives des journaux pour confirmer l'histoire de Kotoko. Même avec ce qu'il a vu, il ne croit toujours pas la jeune femme. Kotoko lui dit alors qu'il est libre de la croire ou non. À ce moment-là, une entité spirituelle, Beck, apparaît. Il prend la forme d'un humain, mais se transforme en chien en arrivant. La créature est très effrayée lorsqu'elle regarde devant elle et voit Kuro la fixer. Beck dit à Kotoko de les aider car la créature de la bibliothèque est déjà hors de contrôle. Kotoko dit alors à Kuro de venir avec elle pour tenter de se débarrasser du yokai qui se trouve à l'intérieur de la bibliothèque. Il ne veut pas répondre, mais elle trouve un moyen de le convaincre. Ils entrent dans la bibliothèque et Kotoko essaie d'utiliser son influence en tant qu'être divin pour apprivoiser le yokai, mais cela ne fonctionne pas. Le yokai l'attaque, mais Kuro est là pour la saisir et l'éloigner du danger. Il décide d'utiliser la force puisque la créature n'est pas prête à se rendre. Kotoko frappe le monstre avec un extincteur, mais ce n'est pas suffisant pour s'en débarrasser. Kotoko tombe au sol, mais Kuro la rattrape. Le monstre continue de charger vers eux, et Kotoko suggère de s'enfuir, mais il reste là, imperturbable. Le monstre essaie de les dévorer, mais Kuro sacrifie sa main, il perd son bras gauche, mais Kotoko est sous le choc total quand elle voit le bras de Kuro repoussé. Le monstre gonfle alors et explose. Cela se produit parce que la chair de Kuro est un poison pour cette créature. Kotoko est surprise de voir cela, et elle demande au jeune homme qui il est vraiment. Kuro ne sait pas comment se décrire, mais fait savoir à Kotoko qu'il a consommé la chair de 2 yokai différents quand il avait 11 ans. Ensuite, Kuro et Kotoko se rencontrent à l'hôpital.
Kotoko est curieuse à propos de Kuro depuis leur dernière rencontre. Kuro révèle alors qu'il a été béni d'une capacité de régénération depuis qu'il a mangé la chair d'une sirène quand il avait 11 ans. Peu importe à quel point il est blessé, il guérit presque immédiatement. Kotoko sait que quiconque mange la chair d'une sirène ne vieillit pas, mais Kuro a vieilli, ce qui soulève la question. Kuro dit que la chair de l'autre yokai qu'il a mangé a annulé l'effet de la sirène. Kotoko veut savoir ce qu'est l'autre yokai, mais il n'est pas prêt à en divulguer les détails. Kotoko demande alors à Kuro s'il aimerait la suivre dans la préfecture voisine où elle doit voir un serpent géant qui est troublé par quelque chose. Kuro se demande pourquoi Kotoko est classée comme un être divin alors qu'elle n'a tout simplement aucun pouvoir. Il veut savoir comment elle va se débrouiller au cas où elle rencontrerait un autre monstre violent comme celui qu'ils ont combattu dans la bibliothèque. Kotoko dit au jeune homme de venir avec elle s'il est vraiment inquiet pour elle. Kuro dit qu'il ne pourra pas venir car il veut juste rester chez lui pour manger de la soupe miso au porc. Plus tard cette nuit-là, Kotoko rencontre avec colère le serpent géant, toute seule. Le serpent est heureux de voir la jeune femme et parle de la façon dont les humains, qu'il adorait autrefois comme un être divin, l'ont tous abandonné. Il n'est pas en colère à ce sujet car il ne faisait littéralement rien pour eux au départ, mais il suppose qu'il est l'être divin de la pluie qui leur apporte la pluie. Le serpent géant remarque que Kotoko n'est pas de bonne humeur et elle lui explique pourquoi. Apparemment, elle est en colère contre le fait que Kuro soit resté chez lui pour manger de la soupe miso au lieu de venir avec elle. Elle est même allée chez lui pour essayer de le convaincre, mais il l'a plutôt chassée. Kotoko dit que Kuro craignait qu'elle ne soit mangée par le serpent, mais le serpent assure à la jeune femme qu'il ne ferait jamais une telle chose. En fait, il trouve que c'est une corvée de manger des humains à cause de leurs vêtements et des objets métalliques qu'il pourrait porter. Quand Kotoko lui demande s'il a déjà mangé des humains, le serpent a du mal à donner une réponse directe. Pendant qu'ils discutent, Kuro arrive dans la forêt, mais ne se fait pas connaître. Il peut entendre et voir le serpent et Kotoko discuter de là où il se tient. Le serpent et Kotoko en viennent enfin aux affaires du jour. Il veut savoir pourquoi quelqu'un a jeté un corps dans le marais où il pleut. Apparemment, il y a un mois, le corps d'un homme, Yoshihara Hiru, qui travaillait pour une entreprise de construction, a été retrouvé dans le marais par 2 randonneurs. Tanyo Aoi, notre suspecte du moment, s'est retrouvée menottée après avoir pris le déversement dans le marais un peu trop au pied de la lettre. Elle a essayé de garder son calme lorsque la police l'a interrogée sur son étrange choix d'un marécage pour l'élimination du corps. « Oh, vous savez, juste pour nourrir le serpent local, dit-elle, comme si elle parlait de jeter du pain au canard. Elle a inventé une histoire sur un serpent légendaire connu pour grignoter des humains, espérant qu'il avalerait ses problèmes avec le corps. Mais le serpent lui-même sentait quelque chose de louche, ou devrions-nous dire de marécageux. Il se souvenait de Tanyo disant « J'espère qu'ils vous trouveront ». Cela ne crie pas exactement invitation à dîner. La différence de formulation a fait se gratter la tête, ou les écailles, au serpent et à Kotoko. Ils étaient déterminés à se faufiler dans les profondeurs du mystère pour découvrir pourquoi Tanya avait vraiment choisi le marais comme finale pour son film d'horreur personnel. Était-ce un coup de théâtre ou avait-elle un autre motif obscur? Le serpent savait qu'il tenait quelque chose. Après tout, s'il ne s'agissait que de se débarrasser du corps, j'espère que vous serez mangé aurait suffi. En réexaminant l'affaire, Kotoko a découvert que Tanyo avait un petit ami décédé il y a 5 ans. Cet homme, Machi, s'est suicidé avec une collègue, à lui, une femme. Il a été découvert que Machi avait détourné de l'argent et c'est probablement la raison pour laquelle il s'est suicidé. Tanyo est donc retourné en ville après cet incident et a rapidement trouvé un emploi pour s'occuper. 5 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, Tanya reçoit la visite de Yoshihara, l'ancien collègue de Machi. Il avoue qu'il est celui qui a tué Machi et la dame. C'est aussi lui qui a détourné l'argent. Il vient se confesser à Tanya parce qu'il a été frappé par une série de malheurs et il croit que l'incident d'il y a 5 ans en est la cause. Sa famille, Koro, est décédée et lui-même a également été diagnostiqué d'un cancer. Après avoir entendu cela, Tanyo tue l'homme selon la confession qu'elle a faite à la police. Il s'avère que Yoshihara avait auparavant contacté le frère de Machi, mais n'avait pas pu le joindre. Et c'est la raison pour laquelle il est venu voir Tanyo. En mettant tout cela ensemble, Kotoko arrive à la conclusion que Tanyo n'est pas la vraie tueuse. Le frère de Machi a ensuite rencontré Yoshihara et Tanyo chez elle. Il est possible que le frère de Machi soit celui qui a tué l'homme avec colère après avoir entendu tout ce que Yoshihara avait fait à son frère. Tanyo décide alors de protéger le jeune homme, car il a encore un brillant avenir devant lui. Après avoir examiné toutes les possibilités, Kotoko dit que la principale raison pour laquelle Tanyo a jeté le corps dans le marais est de faire en sorte que le serpent fasse tomber la pluie afin qu'elle puisse nettoyer toutes les traces du frère de Machi autour de sa maison. Kotoko croit que la plupart de ce que Tanyo a avoué aux flics est vrai, mais la seule chose qui la trouble maintenant est la raison pour laquelle elle a réellement jeté le corps dans le marais. Juste à ce moment-là, Kuro se montre et il semble qu'il soit prêt à aider Kotoko concernant l'enquête. Kotoko poursuit sa déduction en disant que Tanya a dû jeter le corps dans le marais dans l'espoir que la police l'aiderait à trouver ce qu'elle cherchait. Kotoko pense que la jeune femme avait déjà jeté quelque chose dans la rivière et elle le veut de retour maintenant. Elle sait que la police prendra son travail au sérieux si elle leur dit qu'elle a jeté le corps dans la rivière pour que le serpent le mange. Avec tout ce que Kotoko a pu découvrir, elle croit que tout ce que Tanyo jette dans la rivière est lié à son ex-petite amie.
Elle a dû vouloir se débarrasser de tout ce qui le concernait après sa mort, mais après avoir appris la vérité, elle se sent coupable et veut de récupérer cette chose. En toute confiance, Kotoko croit que Tanyo a découvert qu'elle était enceinte après la mort de Machi. Elle n'en voulait pas et a fait une fausse couche à cause de cela. Elle prend ensuite le fœtus et s'en débarrasse dans le marais. Après avoir appris la vérité, elle a le cœur brisé et souhaite retrouver le fœtus pour pouvoir lui offrir une sépulture décente. Elle savait qu'il fallait jeter le cadavre dans la rivière parce qu'elle y avait déjà jeté le fœtus auparavant. Après avoir dit tout cela, le serpent géant dit que les humains sont vraiment capables de faire des choses effrayantes. Sur ce, Kotoko et Kuro quittent les montagnes. Sur le chemin du retour, Kotoko dit à Kuro qu'elle est capable de faire ses déductions grâce à ses amis yokai. Elle les a fait rassembler des informations au préalable. Alors qu'ils avancent, Kuro dit à Kotoko de faire attention car elle est plutôt impuissante et peut être en danger à tout moment. Kotoko entend cela et s'en sert pour dire à Kuro de rester toujours à ses côtés s'il est vraiment inquiet pour elle. Dans la scène suivante, un jeune homme est vu en train de fantasmer sur des melons en conduisant lorsqu'il voit soudainement une dame devant lui. Il prend peur et quitte le pont. Plus tard, Saki, qui travaille maintenant comme agent de la circulation, est vu en train de parler à son patron, Terada, concernant cette affaire. La déclaration que Saki a obtenue du jeune homme est qu'il a vu une dame vêtue d'une robe rouge et également armée d'une barre d'acier debout au milieu de la route. Cependant, Saki a décidé d'opter pour un autre rapport selon lequel le jeune homme aurait vu un chiot. Apparemment, une rumeur circule selon laquelle une idole décédée il y a quelques mois, Nanas Karen, est de retour en ville. La dame serait morte après que des barres d'acier lui soient tombées dessus. La rumeur se répand en ville selon laquelle Nanas apparaît chaque nuit brandissant une barre d'acier. Terada ne croit pas aux fantômes, et il suppose que quelqu'un d'autre est derrière tout cela. Saki entend tout ce que Terada a à dire, et elle réalise que le jeune homme ne croit pas aux fantômes. Mais elle, oui. Elle croit que Nanas est aussi réelle que possible. Et quand la police finira par le découvrir, ce sera difficile pour eux de gérer la situation. Alors que Terada est sur le point de partir, Saki lui dit qu'il existe des êtres surnaturels. Il n'a jamais vu de fantômes, mais elle sait que les yokai et autres sont présents dans le monde. Elle fait savoir à Terada que c'est la raison pour laquelle elle a rompu avec son ex. La seule pensée de cela donne envie à Saki de vomir, et elle court aux toilettes pour se soulager. En sortant des toilettes, elle dit à Terada qu'il existe des êtres qui dépassent la raison et la logique humaine. Terada ne semble toujours pas y croire, et il s'en va. Cela fait se souvenir à Saki de la nuit où ils ont vu le kappa et à quel point la créature était terrifiée en voyant Kuro. Plus tôt, elle a vu Kuro se blesser, mais la blessure a guéri immédiatement. Depuis ce jour, elle est prudente et suppose toujours qu'il y a des êtres surnaturels autour d'elle. Elle rentre chez elle ce soir-là quand elle croise Kotoko, mais les deux ne semblent pas se souvenir ou même se connaître. Elle est surprise quand Kotoko lui dit de fuir la scène. Soudain, l'environnement change, et Nanas apparaît. Saki a peur, mais ne veut pas montrer sa crainte. Elle décide d'affronter le fantôme toute seule. Elle charge vers la dame et essaie de la frapper, mais sa main passe à travers. Alors que Saki est projetée au sol et qu'elle est sur le point d'être tuée, Kotoko intervient et repousse le fantôme. Elle commence à combattre le fantôme et au cours de cela, sa jambe prothétique tombe. Cependant, le fantôme sans visage décide de reculer après avoir rencontré la résistance des deux. Une fois le fantôme disparu, Saki commence à se demander quel genre de personne est Kotoko pour pouvoir frapper le fantôme alors qu'elle-même en est incapable. Kotoko ramasse sa jambe prothétique, dit à Saki d'oublier le fantôme et de la laisser s'en occuper. Kotoko est sur le point de partir quand Saki la retient pour lui montrer sa carte de police et lui faire savoir qu'elle peut aider. C'est à ce moment que Kotoko réalise que la personne qui se tient devant elle est la petite amie de Kuro. Elle en profite alors pour se présenter à Saki et lui faire savoir qu'elle est la petite amie actuelle de Kuro. Son introduction est suivie d'un coup de poing de Saki au visage. Kotoko, avec toute la subtilité d'une fanfare, décide de suivre Saki jusqu'à sa maison. À son arrivée, elle se présente avec l'aplomb de quelqu'un en entretien d'embauche, déclarant fièrement qu'elle a maintenant 19 ans et qu'elles se sont rencontrées pour la première fois dans les couloirs étoilés de l'hôpital universitaire. Saki, se demandant probablement s'il s'agissait d'une rencontre surprise de fans, a haussé les sourcils, se demandant si Kotoko était vraiment la petite amie de Kuro. Kotoko confirme d'un hochement de tête, puis se comporte comme une présidente de club de théâtre, réprimandant Saki pour avoir brisé le cœur de Kuro. Saki, jouant l'ex incomprise, soupire et avoue qu'elle ne pouvait tout simplement pas gérer les problèmes relationnels. Ce n'était pas exactement le genre de problème que l'on pouvait résoudre avec une boîte de chocolat. Curieuse, Saki s'interroge sur qui est réellement Kotoko au-delà de son rôle apparent de nouvelle conquête de Kuro. Avec la confiance d'une page Wikipédia, Kotoko se déclare l'être divin de la sagesse, pour toutes les choses effrayantes comme les spectres, les yokai et tout autre être surnaturel qui fait du bruit la nuit. Elle est en gros une sorte de diplomate surnaturel, faisant le pont entre notre monde et l'étrange inconnu. Donc en gros, la prochaine fois qu'un fantôme se plaindra de voisins bruyants, vous saurez qui appeler. Kotoko et Saki commencent à parler de Nanas. Saki craint que le fantôme ne tue réellement quelqu'un s'il n'agisse pas rapidement. Il était plus violent que Saki ne l'avait imaginé. Saki demande alors à Kotoko pourquoi Kuro n'est pas avec elle, puisque l'affaire sur laquelle elle travaille est assez risquée. Kotoko commence à inventer des mensonges pour cacher la vraie raison pour laquelle Kuro n'est pas avec elle, mais Saki voit clairement à travers ces mensonges. Kotoko est forcée de dire la vérité, et elle dit à Saki qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve le jeune homme.
Les deux finissent par se disputer sur le fait que Kuro n'aurait pas ghosté Saki pendant 2 semaines, en supposant qu'ils étaient ensemble. Cependant, malgré tout cela, Saki voit clairement que Kotoko aime Kuro parce qu'elle reste avec lui, et c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu faire. Saki parvient à comprendre que la jambe droite de Kotoko est fausse, et Kotoko lui fait savoir qu'elle l'a perdue en échange d'être un être divin. Après cela, Kotoko quitte la maison de Saki. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle croiserait Saki comme elle vient de le faire. Un squelette géant attend déjà pour transporter Kotoko de la maison alors qu'elle sort. Saki commence alors à enquêter sur Nanase. Elle découvre que la jeune femme est apparue sous les feux de la rampe il y a quelques mois. Pendant que Saki fait ses recherches, elle trouve un site web qui contient tout ce qui concerne Nanase. Tout allait bien pour Nanase Karin jusqu'à la mort de son père en juin. Il est tombé dans les escaliers et est décédé, ce qui a été considéré comme un accident. Cependant, des choses étranges commencent à faire surface, suggérant que Nanase est responsable de la mort de son père. Des rumeurs disaient que Nanase voulait l'énorme assurance vie liée à la vie de son père. Une note parlant de la façon dont le père de Nanase soupçonnait que sa fille voulait le tuer a également fait surface en ligne. Tout s'est rapidement répandu comme une traînée de poudre et Nanase a commencé à changer d'hôtel sans cesse pour tenter d'échapper aux médias. Elle est ensuite arrivée à Makurazaka où elle est décédée près de son hôtel. Après avoir rassemblé toutes ces informations, Saki s'assied pour reparler à son patron. Terada croit réellement aux fantômes, mais il ressent quelque chose d'artificiel chez Nanase. Il explique qu'il doit y avoir autre chose derrière elle, quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Si Nanase était revenue, en tant qu'esprit vengeur, elle aurait une liste de cibles précises et ne se contenterait pas de se montrer à tout le monde. Cependant, Terada ne veut écarter aucune possibilité, il souhaite mener une enquête approfondie et il décide de remettre une partie des documents du dossier à Saki afin qu'elle puisse les examiner. Plus tard, Kotoko s'installe également pour mener sa propre enquête. Elle se demande pourquoi le fantôme de Nanase n'a aucun but précis. Elle a l'impression d'être une marionnette contrôlée par quelqu'un. Pendant ses recherches, elle a découvert le même site web que Saki et elle réalise qu'il y a une image parfaite représentant Nanase sur ce site. Elle pense que l'image a été dessinée par quelqu'un qui a vu Nanase en personne, mais quelque chose lui vient soudain à l'esprit, et elle réalise que c'est tout le contraire. Cependant, pour confirmer ce qu'elle pense, elle a besoin d'informations précises, et le seul endroit où les obtenir, c'est la police. Elle réalise qu'elle n'a pas d'autre choix que de reparler à Saki. Poursuivant son enquête, Saki découvre que la première personne à avoir trouvé le corps de Nanase est un vieil homme. L'homme se souvenait avoir entendu des poutres d'acier tomber la nuit précédente, alors qu'il pleuvait. Il arrive sur place le lendemain matin et trouve le corps de Nanase sous les poutres. Son visage a été écrasé et les policiers n'ont pu l'identifier qu'à l'aide de son téléphone portable, de son portefeuille et de sa carte d'identité universitaire. Après quelques investigations, il a été conclu que la jeune fille était décédée accidentellement. Saki est en plein milieu de cette enquête lorsqu'un être spirituel apparaît à sa fenêtre. Il est venu dire à Saki que Kotoko a besoin de son aide et qu'elle souhaite qu'elle se rencontre. Si elle refuse de répondre, Kotoko a menacé d'envoyer des êtres spirituels à sa fenêtre chaque nuit pour l'effrayer. Saki hurle qu'elle est harcelée, mais n'a pas d'autre choix que de céder au désir de Kotoko. Peu après, on voit Kotoko dans un restaurant, attendant l'arrivée de Saki lorsqu'un de ses sujets spirituels apparaît pour lui dire que Nanase est apparue quelque part. Elle dit à son sujet de rester au restaurant et informe Saki de l'endroit où elle est allée quand la jeune femme se présente. Kotoko monte rapidement sur son vélo et se dirige vers l'endroit où le fantôme est apparu. Elle arrive sur les lieux et trouve le fantôme en train de se battre avec quelqu'un, et cette personne n'est autre que Kuro. Cela la laisse surprise alors qu'elle se tient à distance pendant que les deux se battent. Kotoko commence à se demander ce que Kuro fait sur les lieux. Kuro ne semble pas maîtriser d'arts martiaux, vu sa façon de bouger, mais il n'a pas l'air d'avoir peur du fantôme. Il est blessé, mais guérit immédiatement dès que cela se produit. Quelques instants plus tard, Saki arrive également sur les lieux et elle est surprise de trouver Kuro en train de combattre le fantôme, tout comme Kotoko l'avait été en le voyant pour la première fois. Elle suggère à Kotoko d'aider Kuro, mais Kotoko lui fait savoir que Kuro n'a pas besoin d'aide. Elle veut juste qu'elle se tienne à l'écart et observe tout se dérouler. Kotoko sait que Kuro sera en sécurité et c'est grâce à la chair de sirène qu'il a mangée quand il était petit. Juste à ce moment-là, Kuro trébuche et tombe sur le dos, donnant à Nanase l'occasion de lui fracasser la tête. Saki est terrifiée en voyant cela, et Kotoko se demande pourquoi cette femme ne peut pas simplement accepter le fait que Kuro est un être extraordinaire. Tous les proches de Kuro sont morts, ne laissant pratiquement que lui en vie. Peu après, Kuro revient à la vie et poursuit le fantôme à nouveau. Nanase balance la poutre, mais Kuro s'arrête soudainement, ce qui fait que la poutre le manque. Kuro se place derrière le fantôme et lui tient le cou par derrière. Cela surprend Saki, qui se demande comment Kuro a pu prédire que Nanase balancerait la poutre de cette façon. Saki ignore comment cela s'est produit, mais Kotoko, elle, le sait. Apparemment, Kuro est aussi capable de prédire l'avenir, grâce à la chair de la bête prophétique, le Kudan, qu'il a mangé en même temps que la chair de sirène. C'est le secret de la famille Sakuragawa. Cela a commencé des générations avant Kuro, lorsque le chef de famille a tenté de trouver la clé de la prédiction de l'avenir. Et il a fait manger à sa famille la chair d'un Kudan, mais tous ceux qui en ont mangé sont morts d'une manière ou d'une autre. Certains sont morts après avoir fait une prédiction sur l'avenir, tandis que d'autres
pouvait simplement mourir d'une hémorragie excessive. On sait que le Kudan meurt après avoir fait une prédiction sur l'avenir. Cela signifie que le Kudan n'a qu'une seule chance de prédire l'avenir, et c'est toujours à propos de malheur. Plus tard, le chef de famille réalise qu'ils ont besoin de corps immortels s'ils veulent rester en vie après avoir acquis le pouvoir du Kudan. Il a commencé à faire consommer la chair de sirène à sa famille pour y parvenir. Cela a même empiré et le nombre de victimes a augmenté plus qu'avant. L'expérience est alors abandonnée, mais des années plus tard, Kuro et sa famille s'installent pour un dîner supervisé par sa grand-mère. Dans un malheureux coup du destin qui ferait passer les examens finaux pour une promenade de santé, tout le monde autour de Kuro passe mystérieusement l'arme à gauche, le laissant indemne au grand plaisir particulier de sa grand-mère. Avec l'enthousiasme d'une scientifique folle, elle transforme Kuro en son cobaye personnel pour tester s'il est vraiment immortel. Après avoir enduré un marathon d'expériences bizarres, Kuro s'habitue tellement à la douleur qu'il se déconnecte carrément de toute sensation de souffrance. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où Kuro se bat avec un fantôme comme si c'était un match de catch du vendredi soir. Il plaque le fantôme avec succès et lui fait la bonne vieille prise de torsion du cou, espérant que ce soit la fin pour elle. Mais hélas, ce fantôme a dû prendre des leçons de résilience auprès d'un élastique, car elle se relève aussitôt. Kotoko, toujours la stratège, dit à Kuro d'arrêter le catch, car il est clair qu'ils ont besoin d'un nouveau plan de jeu pour gérer Nanas, la reine du retour des spectres. Fidèle à elle-même, Nanas attrape sa poutre, car qu'est-ce qu'un fantôme sans sa fidèle poutre, et disparaît comme un magicien qui quitte une mauvaise représentation. Kuro s'approche des deux et demande à Saki ce qu'elle fait sur les lieux. Elle lui fait savoir qu'elle travaille comme policière en ville. Saki lui demande si Kotoko est vraiment sa petite amie, et il le confirme. Kuro force Kotoko à s'excuser auprès de Saki, car il sait qu'elle a dû lui causer des ennuis. Après cela, il se dirige vers la maison de Saki pour éclaircir certaines choses concernant l'affaire en cours. Saki demande à Kuro s'il se bat contre Nanasei à cause de Kotoko, et il lui répond que c'est Kotoko qui l'a appelé en ville. Mais il a rencontré des êtres spirituels qui avaient peur de Nanasei. Ces êtres spirituels n'ont plus peur de lui, car ils savent qu'il est un ami de leur être divin, et ils décident de lui demander de l'aide, ce à quoi il s'oblige. Kotoko dit à Kuro que la raison pour laquelle les êtres spirituels ont peur de lui est la façon dont il leur apparaît. Il ressemble à une sirène mélangée à un Kudan sous forme humaine. Poursuivant l'affaire, Kotoko dit à Kuro et Saki que Nanas peut être tuée, mais qu'elle semble juste difficile à cause de son statut de monstre de l'imagination. Elle commence alors à expliquer à Saki comment les monstres de l'imagination naissent parmi les autres êtres spirituels. Une fois qu'un mensonge particulier est répandu et qu'il est cru par de nombreuses personnes ou bon personnes, il donne naissance à des monstres de l'imagination. Il suffit qu'une rumeur se solidifie pour qu'un monstre en émerge. Il se nourrira du désir et de l'imagination des gens pour rester en vie. La raison pour laquelle Nanas n'apparaît qu'après un an de sa mort est qu'il faut du temps pour que l'information se propage. Internet peut être utilisé, et pour donner un exemple, le wiki de la Dame d'Acier Nanas est mentionné. Kotoko est contente que Saki connaisse le wiki, car cela lui facilitera les choses. Kotoko dit à Saki que tout est à l'envers. L'image sur le site est ce que Nanasei a adopté. L'image a été modelée d'après un fantôme, et c'est ce que Nanasei a pris comme apparence lorsqu'elle est apparue. En bref, le fantôme est apparu parce que le wiki a été créé. Cela signifie que le site web est la véritable identité de la Dame d'Acier Nanasei. Pour mettre les choses en contexte, la vie de Nanasei ne vient pas d'elle, mais des désirs des autres. Peu importe le nombre de fois où il la supprime, elle reviendra encore et encore. Kuro s'inquiète de cela et demande à Kotoko comment ils vont vaincre Nanas, car ils ne font que la rendre plus puissante sur le site. Kotoko répond que la seule solution qu'ils ont est de conquérir l'imagination qui a donné naissance à Nanas. Pour créer une histoire qui surpasse les rumeurs de la Dame d'Acier Nanas, Kotoko a besoin d'informations vitales et elle pense que Saki est capable de les fournir. Ils doivent trouver un moyen d'inverser l'histoire. Et une fois cela fait, Nanas perdra sa vitalité, la forçant à disparaître définitivement. Kotoko ne veut pas obtenir ces informations en ligne, car écrire une histoire contenant une erreur pourrait être dénoncé plus tard. Cela ruinerait automatiquement tout ce qu'ils ont fait, et c'est la raison pour laquelle elle a besoin d'informations crédibles de la part de la police. Saki veut nier qu'elle possède des informations concernant l'affaire, mais Kotoko en sait bien plus qu'elle ne le pense. Elle saute sur le lit de Saki pour sortir le dossier de l'affaire de sous son oreiller. Saki réalise qu'elle n'a plus le choix de tout avouer, et elle décide d'aider Kotoko. Kotoko lui dit qu'elle a juste besoin de créer une histoire que tout le monde croira. Saki décide alors de lire le dossier de l'affaire, afin que Kotoko et Kuro puissent l'entendre et recueillir autant d'informations que possible. Après la découverte du corps de Nanas, l'une des premières questions qui est venue à l'esprit était ce qu'elle faisait sur le chantier de construction. Kuro dit que la seule explication à cela est que quelqu'un l'a appelée pour la rencontrer là-bas. Cependant, la police croit aussi qu'il est possible que Nanasei soit allé sur le site pour fumer. Il y avait des mégots de cigares sur le site et un briquet a également été trouvé dans sa poche. L'idée qu'elle était avec quelqu'un n'a pas non plus été écartée, mais il n'y a aucun moyen de le confirmer car il pleuvait, et toute empreinte aurait été effacée. La seule personne qu'elle contactait sur son téléphone était son manager. Une autre possibilité est qu'elle se soit intentionnellement tenue là pour permettre à la poutre de lui tomber dessus, car elle ressentait une énorme pression à cause de tout ce qui se passait autour d'elle concernant la mort de son père. Une autre possibilité est que quelqu'un l'ait assommée et ait fait tomber la poutre sur elle pour la tuer définitivement.
Finalement, sa mort a été classée comme un accident. La seule personne qui aurait pu être soupçonnée de l'avoir tué est sa sœur aînée, Hatsumi. C'est parce que la mort de Karine donnerait à Hatsumi tous les droits sur l'héritage. Cependant, Hatsumi avait un alibi, et cette possibilité a été écartée. Après avoir entendu tout cela, Kuro décide de demander à Kotoko si elle a utilisé sa méthode orthodoxe habituelle pour mener une enquête, et elle répond par l'affirmative. Elle suggère que les deux sortent avec elle et ils acceptent. Quelques instants plus tard, ils arrivent sur le chantier de construction où Nanase est morte, et Saki s'interroge sur la raison de leur venue des mois après le décès de la jeune femme. Elle pense qu'il n'y a plus aucune autre preuve qu'ils puissent obtenir de cet endroit. Kotoko utilise alors son pouvoir pour créer un cercle magique appelant un fantôme. Le fantôme est mort sur le site et y est resté depuis lors. Saki se met à l'abri en voyant le fantôme. Kotoko demande alors au fantôme s'il sait quelque chose sur la mort de Nanase. Le gars révèle qu'il en a été témoin. Il dit à Kotoko que la jeune femme n'a pas bougé quand la poutre lui est tombée dessus, comme si elle l'avait voulu. Après avoir entendu cela, Kotoko dit que la police est efficace et qu'il semble que leurs conclusions ont été justes. Kotoko dit ensuite à Saki qu'elle va construire une fiction crédible. Saki ne sait pas si le mensonge de Kotoko tiendra, mais Kotoko parie sur le fait que Kuro peut rendre le mensonge 100% vrai. Après cela, le trio quitte le site. Saki rentre chez elle, tandis que Kuro et Kotoko partent d'un autre côté. Kotoko demande à Kuro s'il a réservé un hôtel dans la région, mais il répond que non. Kuro assure alors à Kotoko qu'il mourra autant de fois qu'il le faudra, juste pour lui offrir l'avenir qui correspondra au mensonge qu'elle est sur le point d'inventer. Il s'avère qu'il existe différentes possibilités dans le futur, et Kuro ne peut en choisir qu'une à la fois. Kotoko se souvient quand Kuro lui expliquait cela. C'était aussi le même jour où elle lui avait dit qu'elle avait été admise dans la même université que Kuro. Kuro ne perd pas de temps pour dire à Kotoko d'être prudente à nouveau. Il lui fait savoir qu'il a le pouvoir de revenir à la vie, mais qu'une fois que Kotoko meurt, c'est la fin. Kotoko commence à réfléchir à la façon dont elle va créer une possibilité qui donnera à Kuro le meilleur avenir à choisir pour vaincre Nanase. Alors qu'ils continuent leur chemin, Kuro assure à Kotoko que la possibilité qu'elle et Saki se remettent ensemble est très faible. Kotoko s'inquiète que la réalité qu'elle essaie de créer dépende du fait que Nanase n'ait encore tué personne. Une fois qu'elle aura tué quelqu'un, créer la solution sera plus difficile. Malheureusement, Terada rencontre Nanase cette nuit-là, et son incapacité à croire que Nanase était vraiment un fantôme lui coûte la vie. Dès que Terada meurt, la nouvelle se répand si vite sur le wiki, annonçant à tout le monde que Nanase a tué quelqu'un. La personne responsable du wiki peut être vue devant son ordinateur portable, contrôlant tout en coulisses. Le lendemain, Saki est vue dans la salle d'interrogatoire, répondant à des questions sur l'endroit où elle se trouvait lorsque Terada a été tuée. Elle leur dit tout ce qu'elle sait, et peu après, la nouvelle de la mort de l'officier de police est partout. Après l'interrogatoire, le Shatirosh, le chef de la police, vient consoler Saki. Il sait que les deux étaient déjà proches avant sa mort. Le chef de la police pense que Terada a été tué par quelqu'un qui lui en voulait, mais il mentionne le fait que la rumeur se répand déjà que Nanase est celle qui a tué l'officier. Saki sait en fait que c'est Nanase qui a tué Terada, mais il n'y a aucun moyen qu'elle puisse le dire au chef de la police. Après le départ du chef, elle reçoit un SMS de Kotoko leur disant de se rencontrer. Saki sait que seuls elle, Kotoko et Kuro peuvent traduire le coupable en justice. Kotoko est vue dans sa chambre d'hôtel, essayant de rassembler tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Elle est tellement investie que Kuro lui dit même d'essayer de se reposer. Il semble que Terada était un artiste martial connu, et le fait qu'il ait eu la tête fracassée prouve en quelque sorte à certaines personnes qu'il a été tué par le fantôme. Après avoir dit tout cela, Kotoko mentionne le fait qu'elle pense que Rika est au milieu de tout ça, et Kuro est d'accord. Nous découvrirons qui est Rika plus tard dans la vidéo. Quelques instants plus tard, Saki arrive à la chambre d'hôtel. Saki demande à Kotoko s'il y a une chance que Terada devienne un fantôme errant, mais Kotoko répond que non. Elle lui fait savoir que tout le monde ne devient pas un fantôme après la mort, à l'exception de ceux qui ont encore un attachement au monde. Kotoko révèle alors qu'il est possible qu'il y ait une autre victime cette nuit-là, car la rumeur concernant Nanase se répand maintenant, et cela alimente sa force. Kuro dit que cela empirera si une vidéo ou une photo d'elle est capturée et diffusée. Cela rendra la fiction logique sur laquelle il travaille totalement inutile. Nanase ne restera pas parce que les gens la veulent, mais parce qu'ils ont peur qu'elle vienne les chercher. La peur qu'il y ait quelqu'un comme elle continuera à la faire grandir. Kotoko révèle alors l'importance de vaincre Nanase cette nuit-là, sinon il n'y aura plus rien à faire. Kotoko dit ensuite à Saki de rassembler toutes les informations qu'elle peut pour l'aider à fabriquer une très bonne histoire. Alors que Kotoko commence à réfléchir à ce qu'il faut écrire ou dire, elle réalise que les choses sont bien plus difficiles qu'elle ne le pensait. La simple pensée de la présence de Nanase rend les choses compliquées pour eux. Saki s'inquiète aussi de cela, car elle sait qu'ils doivent présenter leur cas de manière à convaincre ceux qui croient en l'existence de Nanase. Même s'ils ont Kuro à leur côté, elle pense qu'ils sont toujours dans une situation très difficile. Kuro leur fait alors savoir qu'il est prêt à créer de multiples possibilités pour eux afin qu'ils puissent trouver la parfaite pour se débarrasser de Nanase. Pour ce faire, Kuro n'aura pas d'autre choix que de mourir plusieurs fois, mais il est prêt à cela.
Saki voit à quel point Kotoko est calme et elle réalise que la jeune femme est occupée à trouver des moyens de se sortir de cette situation. Après un bref silence, Kotoko mange une tablette de chocolat, pousse un soupir de soulagement et dit aux deux qu'elle a trouvé 4 solutions. Elle est prête à mettre tout ce qu'elle a dans le combat et à s'assurer que Nanase soit vaincue. Kuro se lève pour lui tapoter la tête, ce qui la rend somnolente. Avant de tomber sur le lit, elle dit à Kuro de la réveiller avant 21h. Après qu'elle se soit endormie, Kuro dit à Saki qu'il devrait partir manger quelque chose. Ils ont également informé tous les autres êtres spirituels de signaler s'ils voient Nanase quelque part. Kuro veut se procurer une voiture de location, ce que Saki accepte de l'aider à faire. Les deux sont sur le point d'entrer dans l'ascenseur lorsque Saki mentionne le fait que Kotoko n'est pas le type de Kuro, mais qu'il s'en sort plutôt bien. Elle dit que c'est une bonne chose pour Kuro, car il n'aura plus à courir après Rika. Kuro est surpris d'entendre cela et se demande pourquoi Saki vient de mentionner le nom de Rika. Saki dit alors qu'elle l'a fait, parce qu'elle sait que Rika est son type. Apparemment, Rika est la cousine de Kuro, de 3 ans son aînée. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de Rika, c'était qu'elle était morte. Elle sait qu'elle était hospitalisée quand elle et Kuro sortaient ensemble. Elle se souvient de la première fois qu'elle a vu Rika, lorsqu'ils sont allés lui rendre visite dans sa chambre d'hôpital. Rika est une belle femme à la peau pâle et au corps tout frêle. Quand elle pose les yeux sur Rika, elle croit que Rika a dû être le premier amour de Kuro. Quelques secondes seulement après que Kuro l'ait présenté à Rika, Saki devient nerveuse et quitte la pièce. De nos jours, Saki dit qu'elle comprend si Kuro est avec Kotoko pour oublier Rika. Mais Kuro lui fait savoir que Rika n'est pas morte, mais bien vivante. Il dit à Saki que Rika est sa cousine, et cela laisse Saki sous le choc total. Elle réalise enfin que Rika est aussi une Sakuragawa. Peu après, Kotoko se réveille de sa sieste, et remarque qu'il y a une tension entre les deux. Elle ne perd pas de temps, et commence à penser que les deux ont fait quelque chose ensemble pendant qu'elle dormait. Elle s'en veut d'avoir laissé les deux passer du temps ensemble. Kuro rompt le silence en donnant son repas à Kotoko. Il lui dit qu'il attendra dans le coin pour ne pas effrayer les yokai, qui viendront lui dire quand Nanase sera là. Après le départ de Kuro, Kotoko et Saki s'installent dans la voiture pour attendre l'apparition de Nanase. Quelques instants plus tard, Saki demande à Kotoko si elle connaît Rika, et elle répond par l'affirmative. Saki essaie alors de piéger Kotoko pour qu'elle révèle que Rika a aussi mangé de la chair de sirène et de Kudan, mais Kotoko comprend la ruse. Kuro avait dit un jour à Kotoko qu'il n'avait pas parlé à Saki de ce qui se passait avec Rika ou sa famille. Quand Saki demande à Kotoko comment va Rika, elle répond que la jeune femme va bien. Elle révèle que Rika est venue vivre dans son manoir après sa sortie de l'hôpital pour des raisons politiques. Une scène de flashback montre le docteur annonçant à Rika sa sortie de l'hôpital, et elle leur demande de contacter son cousin. Une fois prête à partir, les deux réalisent que Rika n'a absolument nulle part où aller, et Kuro ne veut pas qu'elle loge chez lui. Il décide alors d'appeler Kotoko à l'aide. Kotoko lui dit qu'elle ne l'aidera qu'à une seule condition, celle qu'il lui donne une de ses clés de chambre. Kotoko ne veut pas faire ça, mais il n'a pas le choix, car il a désespérément besoin d'aide. Après avoir accepté sa proposition, Rika emménagea dans le manoir de Kotoko. Il y avait de nombreuses chambres vacantes dans la demeure, donc Rika avait l'embarras du choix. De plus, la mère de Kotoko accueillit la jeune femme à bras ouverts, car elle avait été hospitalisée durant les 5 dernières années. De nos jours, Saki demande à Kotoko si Rika la déteste, mais elle répond que non. Elle se demande pourquoi Saki penserait que Rika la haïssait. Kotoko révèle qu'il y avait une certaine tension entre elles lors de leur première rencontre, mais les deux ont trouvé un moyen de s'en accommoder et sont devenus amis. Il y a un mois, Rika a mis au point la parfaite disparition, disant à Kotoko et à sa mère qu'elle avait décroché un nouveau travail et son propre appartement, avec une adresse. Coup de théâtre, l'adresse était aussi fausse qu'un billet de 3 $. Quand Kuro en a eu vent, ce n'est pourtant pas le charme de la grande ville ou l'invitation de Kotoko qui l'a attiré. Il était en mission pour retrouver sa cousine insaisissable. Il s'avère que jouer les détectives les a menés à soupçonner Rika d'être le cerveau derrière leurs problèmes surnaturels croissants. Pendant qu'ils se cassaient la tête, Kotoko se rappela l'affection de Rika pour taper sur l'ordinateur, semblant s'adonner à d'innocentes bêtises numériques. Ils étaient loin de se douter que Rika ne faisait pas que marteler les touches du clavier, elle était occupée à concocter un wiki, un portail magique donnant vie à Nanase, juste sous leur nez. Soudain, les souvenirs de Kotoko du tapage inoffensif de Rika prirent une toute nouvelle dimension glaçante. C'est après avoir vu la photo sur le site Wiki qu'elle et Kuro réalisèrent que Rika était la responsable. Apparemment, Rika a commencé à dessiner il y a 1 an, et c'est le genre d'image qu'elle crée. Kuro est également venu en ville après avoir compris cela. Rika est probablement capable de donner vie à Nanase et de la rendre si puissante parce qu'elle partage la même capacité que Kuro. Elle est aussi capable d'aller dans le futur pour obtenir la meilleure possibilité pour elle-même. Kotoko pense que la jeune femme a créé le monstre pour savoir jusqu'où elle peut aller avec ses pouvoirs. C'est alors qu'un des yokai apparaît pour dire à Kotoko que Nanase est apparu. Il démarre la voiture, récupère Kuro en chemin et se dirige vers l'endroit où le monstre est apparu. Sur la route, Kotoko réfléchit à la façon dont il écoute de son devoir de protéger à la fois le royaume spirituel et le royaume humain. Au même moment, Rika est vue assise devant son système informatique pour lancer les affaires de la nuit. Elle tient un couteau pour mettre fin à ses jours et potentiellement choisir un avenir qui lui est le plus favorable. Peu après, Kuro et ses amis arrivent sur les lieux et ils trouvent Nanase. Kuro sort de la voiture pour combattre le fantôme tandis que Kotoko tente d'apporter une solution.
assise dans le véhicule. Elle est connectée à la page wiki et est prête à écrire des choses qui vont à l'encontre de la croyance aux fantômes. Saki craint que Rika ne supprime le message puisqu'elle possède la page, mais Kotoko dit qu'elle ne voudra pas le faire, car cela ne ferait qu'affaiblir la conviction des gens. Elle doit laisser de la place aux gens pour qu'ils soient aussi contre elle, sinon tout s'effondrera. Kotoko dit qu'elle est sur le point de créer un forum pour un comité. Tant qu'elle parvient à faire en sorte que certaines personnes soient en désaccord avec le fait que Nanas existe, elle devrait pouvoir se débarrasser du monstre que Rika a créé. Kotoko est prête à mettre tout ce qu'elle a dans les mensonges et à vaincre Rika à son propre jeu. Kotoko commence alors par taper dans le chat de groupe pour demander si les gens croient vraiment que Nanas existe réellement ou si c'est quelque chose de fictif. Il n'y a eu ni photo ni vidéo de Nanas, dit-elle. Elle leur fait savoir que le personnage de Nanas a été développé par quelqu'un qui se cache dans l'ombre pour commettre des crimes. Elle dit que le coupable a créé Nanas pour son propre agenda et utilise cela pour détourner l'attention des gens de la vraie affaire. Le coupable a profité de cette occasion pour éliminer le détective Terada et faire croire aux gens que l'homme avait été tué par un fantôme. Kotoko continue de taper sur le site, essayant de convaincre les gens que Nanas n'est pas réel. Elle dit même que le personnage de Nanas qu'il voit est le tueur déguisé. Ils peignent un bâton en rouge et portent un costume convaincant pour faire croire aux gens qu'ils sont réels. Kotoko ment en disant que le personnage a été créé pour isoler Terada, car il est en fait la cible du tueur. Le tueur a réussi à faire venir Terada à la station-service abandonnée en mentant sur le fait qu'il avait des informations sur le farceur. Kotoko affirme que le tueur avait en fait piégé la zone avec quelques éléments avant l'arrivée de Terada. Ils ont placé un pendule sur le toit et y ont attaché une corde. Le tueur l'a installé de telle manière qu'il pouvait utiliser la télécommande pour activer le piège. Le tueur a ensuite amené Terada à l'endroit désiré et a activé le pendule. Cela a traversé la station et a fendu la tête du détective. Kotoko leur dit que le pendule a frappé le détective avant même qu'il ne puisse réagir, et c'est ainsi que le tueur a pu éliminer cet homme robuste sans avoir à lutter contre lui. Une fois cela fait, le tueur a effacé toutes les preuves de la scène. Après qu'elle ait dit cela, certaines personnes sur le site ont commencé à poser des questions concernant ce qu'elle avait publié. Elles se demandent comment Terada aurait pu voir le pendule, et Kotoko décide d'inventer un autre mensonge. Elle leur fait savoir que le tueur n'a pas placé le pendule précisément pour frapper Terada au visage. Le tueur l'a placé là avec l'espoir qu'il frapperait Terada n'importe où, et malheureusement, ce fut au visage. Terada en meurt, et c'est juste parfait pour ce qu'ils veulent, car ils peuvent facilement l'attribuer au fantôme. Après avoir entendu tout cela, une autre question surgit. Pourquoi le tueur s'est-il donné tant de mal, juste pour éliminer quelqu'un, alors qu'il aurait pu facilement obtenir du poison ? Kotoko dit que le tueur n'a pas utilisé de poison parce qu'il voulait s'éloigner le plus possible de l'enquête. Le tueur a également évité de combattre Terada parce qu'il était plus faible que lui et avait besoin d'un moyen de l'éliminer sans avoir à lutter. Avec cet argument, Kotoko fait savoir à tout le monde que le tueur est définitivement une femme. Kotoko ajoute que cette femme est quelqu'un de proche de Terada et en qui il a confiance. C'est quelqu'un qui sait tout de Terada et c'est la raison pour laquelle elle a pu l'appeler à la station-service et il s'y est effectivement rendu. Avec tout cela, Kotoko dit que la coupable est une femme officier qui travaille dans le même département que Terada. Saki lit les messages et est surprise de la rapidité avec laquelle Kotoko peut inventer tous les mensonges qu'elle a racontés sur le site. Kuro est bientôt frappé au visage et en meurt. Saki réalise que Kuro essaie peut-être de trouver un avenir qui corresponde à l'histoire de Kotoko. Soudain, Saki réalise que la policière tueuse que Kotoko a décrite sur le forum correspond en fait à sa personnalité. Elle le souligne et Kotoko ne le nie pas. Kotoko dit qu'elle doit utiliser quelqu'un qui n'est pas choisi au hasard. Tout se passe déjà comme prévu jusqu'à ce que cela commence à s'effondrer à nouveau, ce qui laisse Saki surpris. C'est alors qu'elle réalise que Rika possède aussi la même capacité que Kuro. Cela lui donne le pouvoir de changer l'avenir, tout comme Kuro essaie de le faire. Kotoko parvient à comprendre que la plupart des messages sont écrits par Rika elle-même. C'est essentiellement une bataille entre Rika et Kotoko. Pendant que Rika fait cela, elle choisit le meilleur avenir qui correspond à son propre programme. Avec cela, Rika a un avantage sur eux. Kuro revient à la vie et recommence à se battre avec le fantôme. Kotoko dit qu'il est maintenant temps pour la solution numéro 2. Pendant ce temps, l'image du fantôme de Nanase y a déjà une fissure et il semble que Kotoko ait déjà fait des progrès. Kotoko commence alors avec la solution numéro 2 qui consiste à dire aux gens sur le forum que Nanas est un vrai fantôme. Cependant, elle va utiliser cet argument pour détruire son personnage de l'intérieur. Elle leur dit que Nanas est revenue à la vie parce qu'elle était submergée de regrets. Elle a été poussée au suicide par la société et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est revenue en tant qu'esprit vengeur. Kotoko commence à plonger davantage dans la fiction, puisque la plupart de ceux qui croient en l'existence de Nanas croient en la fiction. Kotoko décide de les ramener dans le temps, à l'époque où Nanas fut accusée d'être la meurtrière de son père. C'était en fait quelqu'un qui lui avait tendu un piège et elle y était tombée. Kotoko dit alors quelque chose de risqué en affirmant que la première personne à vraiment compliquer les choses pour Nanas fut son père. Il fut la première personne à l'accuser de meurtre et à lui rendre la vie difficile. Kotoko dit que son père a fait tout cela pour ruiner le succès de Nanas. Il en voulait à sa fille et a décidé de se suicider. Cependant, il s'est assuré de mettre en place quelque chose qui ferait que sa fille se suiciderait également peu de temps après sa disparition. C'est pourquoi il a laissé la note à découvrir.
Une fois Nanas morte, son esprit se rend dans l'autre monde où elle rencontre son père. Elle entend alors la vérité de son propre père, ce qui l'empêche de passer à autre chose. Elle était remplie de regrets et est revenue dans le monde pour essayer de montrer aux gens la vérité sur sa mort. Kotoko fait savoir aux gens que Nanas est devenu un monstre à cause de ce qui lui est arrivé. Mais cela peut être évité et annulé une fois qu'il lui montre de l'amour et lui permet à Limo de se souvenir à quel point elle était belle autrefois. Elle leur assure que le fantôme disparaîtra une fois qu'elle aura trouvé la paix et que les gens sont les seuls à pouvoir faire cela. Après qu'elle ait dit cela, les gens commencent à accepter sa suggestion. Et une autre fissure apparaît dans l'image. Nanas commence à s'affaiblir après cela, mais Rika entre aussi en action et commence à faire son affaire. Elle se suicide pour reprendre le contrôle de la situation. Kotoko dit alors à Saki qu'il est temps pour elle de passer à la troisième solution. Elle dit que Nanas est un faux fantôme créé par un être vivant. Après que Nanas se soit suicidée, parce qu'elle ne pouvait plus faire de retour dans l'industrie, sa sœur a du mal à croire qu'elle est réellement morte. Sa sœur croit que ce n'est pas Nanas qui est morte, mais un sosie. Il est possible de tout arranger et de faire en sorte que le cadavre ressemble réellement à Nanas. Kotoko dit qu'il est possible que Hatsumi et sa sœur n'étaient pas en bons termes, et c'est la raison pour laquelle elle a divulgué la note aux médias. Après la mort de sa sœur, Hatsumi commence à se demander si sa sœur est vraiment morte, ou si elle a simulé sa mort pour se venger d'elle. Elle a peur d'être bientôt éliminée, tout comme Nanas l'a été. Elle est devenue paranoïaque et tout lui semblait être un danger. Quelqu'un a remarqué que Hatsumi s'effondrait à cause de cela et a décidé de l'aider. Cette personne voulait faire croire à Hatsumi que sa sœur était morte. Elle a créé le fantôme de Nanas et a commencé à attaquer les gens la nuit. Les gens ordinaires ne seraient pas à l'aise après avoir découvert que leur membre de la famille est vraiment mort, mais cela semble être un énorme soulagement pour Hatsumi. Personne ne sait qui est le suspect. Et il est possible que ce soit quelqu'un qui soit amoureux de Hatsumi. Après être allé si loin pour Hatsumi, il essaie d'approfondir leur relation, mais finit par blesser Hatsumi. Kotoko dit alors qu'il serait préférable de trouver le coupable et de l'arrêter rapidement. Au moment où Kotoko a fini de présenter la troisième solution, les choses commencent à aller dans leur sens. Cependant, les choses prennent une autre tournure lorsque Nanas recommence à devenir plus forte. Rika élabore une contre-stratégie à ce que Kotoko a dit. Il semble que Nanas soit maintenant encore plus forte qu'avant. Même avec les variations qui se produisent, Kotoko reste imperturbable. Elle assure à Saki que tout se déroule comme elle le souhaite. Les trois solutions précédentes qu'elle a fournies sont essentielles à ce qu'elle est sur le point de faire. Elle a trouvé un moyen d'infiltrer l'esprit des spectateurs pour créer le doute sur tout ce en quoi ils ont cru. Kotoko décide alors de passer à la solution suivante, qui est la dernière. Elle dit aux gens que la vraie Nanas est toujours vivante, et que c'est elle qui a créé le fantôme. Les gens ne veulent pas y croire, mais elle commence à leur expliquer comment cela est arrivé. Elle leur dit que Nanas avait l'intention de prendre un nouveau départ parce qu'elle ne pouvait pas gérer la pression liée à sa célébrité et à tous les problèmes familiaux. Elle est un jour au parc quand elle voit une femme qui lui ressemble, et elle l'approche. Admettons que cette femme soit Mademoiselle A. Malheureusement, Mademoiselle A est également déprimée, et Nanas y voit la meilleure opportunité pour elle de prendre un nouveau départ. Elle a attiré Mademoiselle A dans sa chambre et l'a rendue dépendante d'elle. Elle a fait en sorte que Mademoiselle A lui fasse confiance, et après cela, elle a commencé à modifier l'apparence de A. Elle dit à A qu'elle a besoin d'elle pour agir comme son double afin qu'elle puisse échapper aux médias. Plus tard, Nanas dit à A de la rencontrer sur le chantier de construction la nuit. A arrive là-bas, mais ne sait pas que Nanas a de mauvaises intentions envers elle. Nanas apparaît de sa cachette et assomme A. Après qu'elle soit assommée, Nanas pousse les poutres d'acier qui écrasent le visage de A. Nanas falsifie ensuite l'environnement et s'en va. Après avoir fait cela, elle prend l'identité de A et l'utilise pour prendre un nouveau départ. Elle a changé son apparence et a recommencé à zéro. Elle a pu utiliser un cadavre sans visage pour tromper tout le monde, y compris les médias. En entendant cela, tout le monde sur le site est plongé dans la confusion et ils commencent à essayer de résoudre le mystère derrière Nanas. Saki est surprise de voir cela. Elle continue de consulter le site wiki pour voir comment les gens arrivent activement à leurs propres conclusions. Saki réalise que Kotoko n'a utilisé que la troisième graine pour semer le doute dans l'esprit des gens sur le site. Les spectateurs du site sont maintenant ceux qui essaient de prouver que le fantôme de Nanas n'existe pas. Le fantôme commence à s'affaiblir et Saki croit qu'ils ont gagné, mais Kotoko dit que ce n'est pas encore le cas. Elle doit encore porter son coup de grâce de la journée. Kotoko intensifie sa narration devant un public déjà captivé, révélant que Nanas ne hantait pas seulement la ville en costume pour s'amuser. Non, elle menait une campagne de fantômes numériques à grande échelle. Elle révèle de manière choquante à tout le monde que c'était Nanas elle-même qui avait conçu le site WikiHanté. On aurait pu entendre une mouche voler alors que cette révélation commençait à fissurer la façade effrayante de l'image fantomatique de Nanas. Mais l'intrigue s'épaissit. Kotoko ne s'est pas arrêtée là. Elle plonge plus profondément, poursuivant que Nanas avait également joué le rôle de rédactrice en chef, ajustant sa narration spectrale sur le wiki pour maintenir sa légende fantomatique en vie. Les spectateurs sont maintenant au bord de leur siège, l'équivalent internet d'une foule penchée en avant que la chute ne tombe. Alors que le dévoilement de Kotoko mettait le forum en ébullition, chacun y allant de son grain de sel, de ses mèmes et de ses théories folles. Elle explique le sombre destin du pauvre Terada. Une nuit fatidique, alors que Nanas pédalait sur son vélo, pas votre véhicule fantomatique moyen, mais qui juge, elle rencontra Terada. Attirée par son apparence voyante,
la faute au melon, Terada commence à faire le lien. Il plisse les yeux, pense probablement voir un fantôme et la confronte, mais avant qu'il ne puisse crier « Eureka !», Nanas lui assène un coup au visage. Rapide à comprendre, elle passe d'un chaos à un meurtre, lui fracassant la tête avec une pierre pour sceller l'affaire. Ainsi, le destin de Terada fut scellé de manière implacable et Nanas disparut dans la nuit, ne laissant aucune trace, sauf une brise glaciale et un mystère que seul Kotoko pouvait démêler. Kotoko dit au spectateur que Nanas est une criminelle, et si elle veut prouver le contraire, elle devrait le dire sur le site. Pendant ce temps, la bataille entre Kuro et le fantôme continue toujours. Kotoko déclare Nanas la tueuse, et cela brise entièrement l'image que tout le monde avait perçue. Avec cela, Kuro est capable d'obtenir le futur parfait qu'ils peuvent utiliser. Rika réalise qu'elle n'a plus les cartes en main, et elle laisse tomber le couteau qu'elle comptait utiliser pour mettre fin à ses jours. Elle n'a plus la capacité de contrôler le fantôme, et Kotoko dit aux spectateurs qu'il est temps pour eux de voter. Elle veut savoir s'ils croient toujours au fantôme ou non. Pour voter, ils n'ont qu'à le faire via leur conscience et ce en quoi ils croient. Kuro saisit la poutre d'acier et la pousse dans le fantôme qui est déjà étendu sur le sol. Au final, la majorité a conclu que Still Lady Nanas était une fiction, et cela met enfin fin à l'histoire de fantôme. Le fantôme disparaît avec sa poutre, et tout redevient normal. Rika envoie alors un email à Kotoko et Kuro, leur disant qu'ils ont gagné cette fois, mais qu'il y aura une prochaine fois. Saki se demande pourquoi Rika fait tout ce qu'elle fait, et Kotoko dit qu'il y a des possibilités illimitées à ce que l'esprit humain peut créer. Elle plaisante en disant que l'esprit humain est même capable de créer un être divin. Kotoko sort de la voiture pour retrouver Kuro et le félicite pour le bon travail. Elle lui donne une banane à manger pour qu'il retrouve ses forces. Il ne veut pas la prendre, mais la jeune femme lui force la banane dans la bouche. C'est alors que plusieurs êtres spirituels apparaissent pour remercier les deux d'avoir éliminé la dame maléfique. Les deux quittent rapidement les lieux avant que Saki ne s'évanouisse dans la voiture où elle se trouve. En chemin, Kuro s'excuse auprès de Saki de ne pas avoir arrêté Rika plus tôt, mais Saki ne le blâme pas, car il n'y avait aucun moyen pour lui de savoir que Rika allait éliminer quelqu'un. Le scénario est maintenant passé de la question de l'existence d'un fantôme à la tentative de résoudre le mystère de Nanas. Tout le monde veut savoir si elle est toujours vivante et où elle se cache. Saki est impressionnée par la façon dont Kotoko a résolu l'affaire et dit qu'elle ne voudrait pas avoir Kotoko comme ennemi. Elle parle de la façon dont la police pourrait vouloir enquêter sur l'affaire, mais qu'elle finira par arrêter car elle croira qu'elle est menée en bateau par des rumeurs. Saki retourne ensuite à sa vie normale. Plus tard cette nuit-là, elle rencontre Kuro. Elle demande des nouvelles de Kotoko, mais Kuro lui dit qu'elle dort encore parce qu'elle s'est épuisée pendant la bataille contre Rika. Les deux s'installent dans un restaurant pour parler, et Kuro révèle qu'il a la conviction qu'il mourra de vieillesse parce qu'il vieillit fondamentalement. Il ne peut pas mourir par d'autres moyens, mais il espère mourir en vieillissant. Cependant, Rika essaie de redevenir un être humain normal. C'est la raison pour laquelle elle crée ses monstres. Elle a été admise à l'hôpital où elle a essayé d'utiliser la science et la logique, mais cela n'a pas fonctionné. Elle est maintenant revenue à la création de monstres dans une tentative de créer un être divin qui exaucera son souhait de redevenir normal. Après cette discussion, les deux trouvent enfin un moyen de tourner la page et de se faire savoir qu'ils ne se remettront plus jamais ensemble. Kuro révèle alors qu'il fait de son mieux pour protéger Kotoko, car Rika pourrait bien s'en prendre à elle, ayant découvert que Kotoko est le plus grand obstacle sur son chemin. Après avoir quitté le restaurant, Kuro remet le vélo de Kotoko à Saki. Il lui dit que Kotoko le lui a donné et qu'elle a également ordonné aux monstres de la ville de cesser d'apparaître à Saki. Les deux se disent ensuite au revoir et Saki s'éloigne sur son vélo. Peu après, Kotoko se réveille et réalise qu'elle a dormi pendant plus de 28 heures. Elle est en colère contre elle-même pour cela et commence à imaginer Saki et Kuro ensemble. Quelques instants plus tard, elle entend Kuro entrer par la porte et elle se précipite hors de la salle de bain pour le retrouver. Elle est heureuse de le voir mais elle l'interroge sur Saki. Kuro lui dit qu'elle n'a absolument rien à craindre concernant Saki car il a même supprimé son numéro. Une fois cette affaire réglée, les deux quittent la chambre d'hôtel. Ils décident de marcher jusqu'à la gare plutôt que de prendre un taxi. En chemin, Kotoko raconte à Kuro une histoire sur son nom, mais tout ce que Kuro en retient, c'est à quel point Kotoko est magnifique. Elle est submergée par une rougeur excessive, mais décide de ne pas le laisser paraître. Les deux finissent par se tenir la main et Kuro lui dit qu'il viendra chez elle, mais qu'il ne restera pas dormir. Il veut toujours garder l'idée qu'il peut échapper à Kotoko, mais Kotoko sait très bien que ce n'est pas possible. Alors que la saison touche à sa fin, Kotoko renouvelle son vœu de protéger les deux royaumes l'un de l'autre et de maintenir l'ordre des choses. Un an après les premiers événements de la première saison, 3 yokai sont vus en train de discuter de Kotoko et de la façon dont elle a sacrifié une de ses jambes et un de ses yeux pour devenir leur être divin de sagesse. L'un des trois, qui est un fantôme, semble être ignorant, ce qui laisse les deux autres lui expliquer les choses et leur fonctionnement. Il lui parle du petit ami de Kotoko, qui a l'air absolument terrifiant parce qu'il est fondamentalement un monstre. Le fantôme dit à ses camarades qu'il semble y avoir un monstre dans le condo qui l'hante et que c'est vraiment effrayant. Plus tard, Kotoko est contacté par ce fantôme pour l'aider à résoudre le problème concernant le condo. Apparemment, chaque nuit, le fantôme entend un grand bruit sourd venant de la pièce du dessus. Il n'est jamais allé enquêter car cela semble effrayant. Le propriétaire du condo ne semble pas non plus s'en soucier car le bruit disparaît après un certain temps.
Cependant, le propriétaire du condo s'est inquiété plus tard et en a parlé au gérant. Le gérant lui dit alors que la pièce au-dessus de lui est vacante depuis 2 mois, ce qui rend les choses encore plus effrayantes. Le gérant a décidé de vérifier la pièce, mais quand il est arrivé, il a eu peur. Il voit une poupée effrayante posée sur le sol à l'intérieur de la pièce, et la poupée émet une aura étrange. Le gérant ne perd pas de temps à verrouiller la porte et à s'enfuir à cause de cela. Le gérant prévoit de parler au propriétaire de l'immeuble afin qu'il puisse effectuer un exorcisme, mais il ne l'a pas encore fait. Pour enquêter pleinement sur l'affaire, Kotoko suggère qu'elle et Kuro emménagent dans la pièce puisque c'est près de leur école. Peu après avoir conclu l'enquête, Kotoko revient vers les 3 yokai pour leur dire ce qu'elle a découvert. Elle leur explique que l'animal de compagnie du gérant était la cause du bruit sourd qu'ils entendaient. Kotoko dit que la poupée est un mensonge inventé par le gérant pour empêcher les locataires de savoir qu'ils gardent un animal. Les animaux ne sont pas autorisés dans l'immeuble, et cela s'avérera préjudiciable pour la direction s'ils découvrent que le gérant lui-même garde un animal. Kotoko ajoute que dire aux gens qu'un exorcisme a été effectué dans la pièce permettra à la pièce et au bâtiment de conserver leur réputation. La raison pour laquelle le gérant a si bien menti à ce sujet est que l'animal qu'il gardait était un reptile. Kotoko assure au fantôme qu'elle a réglé tous les problèmes et a même trouvé un moyen de punir le gérant. Elle a fait en sorte que le gérant loue l'appartement à Kuro à un prix bas en échange de son silence. Avec cela, Kotoko résout facilement une autre affaire qui lui a été soumise. Après que Kuro et Kotoko aient quitté les lieux, Kuro lui demande pourquoi elle a menti au yokai en disant qu'il n'y avait pas de poupée. Apparemment, il y avait bien une poupée dans la pièce, mais Kotoko ne voulait pas leur en parler. Elle dit à Kuro que c'est risqué de le faire car la poupée est puissante, et cela pourrait aussi ruiner la réputation de l'appartement. Ils ont été payés pour retirer la poupée et l'exorciser, et c'est ce qu'elle compte faire. Kotoko explique ensuite à Kuro de quel type de poupée il s'agit. Elle dit que la poupée est une poupée maudite qui a été fabriquée il y a des centaines d'années pour repousser le mal. Elle est très puissante, et Kotoko en déduit que l'ancien occupant a dû trouver la poupée et l'a emportée avec lui dans sa chambre. La poupée était en hibernation, mais après que l'occupant ait quitté la maison, ils ont dû faire quelque chose pour la réactiver. La poupée commence alors son travail à partir de cette nuit-là pour repousser les yokai et autres êtres spirituels. La poupée ne protégera que l'endroit où elle se trouve et ne quittera pas les lieux, et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas quitté la pièce. Kotoko dit que le fantôme qui lui a soumis l'affaire aurait été exterminé s'il avait tenté d'enquêter. Il s'avère que Kotoko et Kuro avaient auparavant déplacé la poupée vers un endroit avec l'intention de revenir et d'effectuer un exorcisme. Kotoko avait averti tous les yokai de la région de rester à l'écart jusqu'à ce qu'elle ait réglé le problème. Ils arrivent là où se trouve la poupée et la véritable identité de la poupée se révèle. Elle a une image qui ressemble à celle d'un lutteur de sumo mais possède 4 bras et une corne. Le grand bruit sourd qu'ils entendaient est la poupée qui piétine le sol. Kotoko réalise que l'ancien occupant de la pièce était un lutteur de sumo et c'est la raison pour laquelle il s'est intéressé à la poupée. Cependant, il a ensuite subi une blessure et n'a plus pu lutter. Il a ensuite laissé la poupée dans l'appartement en partant. Kotoko dit alors à Kuro de combattre la poupée s'ils veulent la vaincre. La poupée remarque bientôt la présence de Kuro et elle se précipite vers lui. Avec son premier coup, elle brise le bras de Kuro. Au cours du combat, Kuro est tué et il utilise cette opportunité pour dériver un futur afin de vaincre la poupée. Il parvient à projeter la poupée au sol, mais la poupée est trop forte pour lui. La poupée est sur le point de lui écraser la tête quand Kotoko intervient et enfonce son bâton dans le cou de la poupée. Kuro achève la poupée en faisant tourner le bâton et en la décapitant. La poupée est vaincue et sa représentation physique est détruite. Il y a 11 ans, 2 amis, Hayato et Masayuki, sont vus en randonnée sur la montagne quand Hayato pousse soudainement Masayuki en bas de la pente raide. Masayuki atterrit sur la partie inférieure de la montagne mais survit. Cependant, il est incapable de bouger son corps et réalise qu'il va probablement mourir de froid à cause de cela. Au moment où il y pense, une femme en blanc apparaît devant lui. La femme réprimande Masayuki d'avoir escaladé la montagne avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Mais Masayuki affirme que le gars était son ami de confiance et il n'a aucune idée de pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Le gars ne sait pas ce qu'est la dame et elle lui fait savoir qu'elle est une créature que les humains d'aujourd'hui connaissent sous le nom de Yukiana. Masayuki croit que la dame est là pour le tuer, mais c'est en fait le contraire. Elle crée un igloo autour de lui pour le garder en sécurité et lui faire passer la nuit glaciale. Masayuki demande à Yuki pourquoi elle l'aide, et elle dit qu'elle fait cela parce qu'elle le voit comme quelqu'un de jeune qui a encore tant à vivre. Elle demande ensuite à Masayuki s'il a de l'argent sur lui, et il répond oui. Le gars se demande pourquoi la dame a besoin d'argent, et elle répond qu'elle utilise l'argent pour acheter des babioles et autres. Elle peut facilement prendre ce qu'elle veut sans être vue, mais elle tue indirectement le commerce de la personne, et cela l'affectera plus tard, alors elle essaie d'éviter un tel scénario. Après cela, Yuki s'en va et espère que le gars survivra jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, Yuki apparaît et elle est impressionnée que le gars soit toujours en vie. Elle le porte ensuite de la montagne et descend la montagne pour le déposer là où il sera en sécurité. Elle le prévient de ne parler d'elle à personne, sinon elle apparaîtra et le tuera. Pendant ce temps, Hayato est occupé à dire aux flics que son ami est tombé dans la neige et qu'il n'a pas pu le secourir. C'est alors que Masayuki entre dans la pièce et Hayato est laissé en état de choc et de surprise totale. Masayuki ne perd pas de temps à dire aux flics
que c'est Hayato qui l'a poussé de la montagne. Après cela, Masayuki est emmené à l'hôpital et soigné. Il reçoit une offre des parents de Hayato pour qu'il abandonne l'affaire. Il n'a pas le choix car ils sont riches et influents. Il a appris des flics que Hayato avait essayé de tuer Masayuki à cause d'une femme qui aime Masayuki, mais Hayato a le béguin pour elle. Hayato a décidé de tuer Masayuki afin d'utiliser le moment de deuil pour se rapprocher de son béguin. Masayuki ne croit pas que quelqu'un qu'il appelait son ami du lycée essaierait réellement de le tuer. Masayuki abandonne l'affaire, mais révèle qu'il ne voudra plus jamais revoir Hayato. Aujourd'hui, Masayuki marche dans la rue quand il voit une dame occupée à savourer sa glace et il décide d'en acheter une et de la rejoindre. Il s'avère que cette dame est Yuki, et c'est elle qui lui a sauvé la vie il y a 11 ans. Yuki est surprise que le gars la reconnaisse encore, et il lui fait savoir qu'il ne pourra jamais oublier la personne qui l'a sauvé. Yuki reconnaît aussi le gars, parce que les êtres spirituels n'utilisent pas seulement l'apparence physique pour différencier les humains, mais aussi l'odeur, la couleur et autres. Alors qu'il continue de parler, Masayuki dit à Yuki qu'elle est libre de le suivre chez lui, car il vient de louer un appartement en périphérie de la ville. Yuki comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le gars, et il révèle que sa femme, en qui il avait profondément confiance, avait un amant et a essayé de le tuer à cause de cela. Ils ont divorcé en juin dernier, et l'entreprise qu'il avait également fondée après l'université a été rachetée par une plus grande entreprise à cause de la trahison d'un collègue. À cause de cela, il n'a plus guère, ou pas du tout confiance en les humains. Il est heureux d'avoir trouvé Yuki, car elle semble être la seule personne à qui il peut parler. Yuki aime l'argent, et dit que Masayuki n'obtiendra le meilleur d'elle que s'il a de l'argent. Masayuki assure à la dame qu'il a assez d'argent pour le maintenir à flot pendant les 30 prochaines années. En entendant cela, Yuki décide d'être la confidente de l'homme et quelqu'un à qui il peut parler quand il veut. Ils commencent à sortir ensemble pour acheter des choses et aussi cuisiner à la maison. 4 mois plus tard, Masayuki et Yuki sont à la maison, s'amusant, et Yuki profite de cette occasion pour parler à Masayuki de Kotoko. Masayuki est surpris d'apprendre que Kotoko est une humaine, et qu'elle est fondamentalement l'être divin de la sagesse. Yuki a interrogé Kotoko sur sa relation avec Masayuki, et elle a obtenu sa bénédiction pour rester avec le gars. Cependant, elle l'a averti de ne pas utiliser son pouvoir pour influencer le monde humain. Masayuki est connu pour rester à la maison et ne pas quitter la maison. Même ses voisins ont peur de lui, mais il ne semble pas s'en soucier. Dans la scène suivante, Masayuki et Yuki sont à la maison quand des flics se présentent à la porte pour dire à Masayuki que son ex-femme, Miharu, a été tuée et qu'il est le principal suspect dans cette affaire. Yuki se transforme en lapin de compagnie pour empêcher les flics de s'accrocher à quoi que ce soit. Elle porte ensuite l'affaire à Kotoko pour l'aider à la résoudre, et aussi pour disculper Masayuki. Les flics disent à Masayuki que le corps de Miharu a été retrouvé au bord d'une rivière après qu'elle ait quitté le travail vers 19h. Son visage a été défoncé avec un objet contondant. Les flics mentionnent ensuite la raison pour laquelle Miharu et Masayuki ont divorcé. Masayuki est surpris d'entendre cela, car ils n'en ont jamais parlé à personne auparavant. Les flics lui demandent comment son ex-femme a essayé de le tuer, et il décide de leur raconter. Il a dit que cela s'était passé en mars dernier quand Miharu a mis des somnifères dans sa boisson énergisante, mais il n'a pas eu le temps d'avaler le tout avant de quitter la maison. Ce fut sa planche de salut, et il a réussi à se rendre au travail sans s'effondrer. Quand il a découvert cela plus tard, et le fait que Miharu avait un amant, il a simplement divorcé d'elle et a même partagé la moitié de ses biens avec elle. Il a également décidé de garder le secret, sans ruiner la réputation de la dame. Les flics réalisent que Masayuki est en fait une personne très gentille, mais ils lui disent que Miharu ne le voit pas de cette façon. Apparemment, il y a une note dans la chambre de Miharu indiquant que si elle venait à mourir, Masayuki devrait être tenu responsable. Masayuki dit aux flics qu'il n'a rien à voir avec la mort de la dame car il n'a aucune animosité envers elle. Les flics ne croient pas cela et mentionnent le fait que Hayato, qui a essayé de le tuer il y a quelques années, est également mort. Il est en fait mort après 3 ans de tentatives. Pour renforcer ce dont ils parlent, ils disent à Masayuki qu'il y a une inscription sur la paume de Miharu qui lit Ayu. Ils croient que la dame a écrit cela dans sa main avant que Masayuki ne la tue. Masayuki argumente ensuite davantage à ce sujet et dit qu'il n'y a aucune garantie que ce soit son nom qui était sur le point d'être écrit. La police décide alors de lui demander où il était la nuit du meurtre. La police a une photo de lui avec Yuki, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse leur dire qu'il était avec Yuki. Il est confus quant à ce qu'il doit dire et les flics lui disent qu'il n'a pas d'autre choix que de les suivre au poste pour interrogatoire. Yuki l'attend ensuite à la maison jusqu'à ce qu'il revienne cette nuit-là. À son retour, il raconte tout à Yuki et comment les choses contre Mash sont un peu compliquées car il ne peut pas réellement dire aux flics qu'il est avec Yuki. En réalité, Yuki et l'ex-femme de Masayuki se ressemblent en fait. Yuki demande alors au gars pourquoi il a épousé une dame qui lui ressemblait, et il lui fait savoir que l'image de Yuki ne l'a jamais quitté. Masayuki n'est pas prêt à rester à la maison sans rien faire, et il décide de sortir pour enquêter par lui-même. Il a l'argent et le temps, et il est sur le point de sortir, mais Yuki l'arrête car la police pourrait en fait le surveiller. C'est alors qu'il est venu à l'esprit de Yuki qu'il pourrait demander l'aide de Kotoko pour résoudre l'affaire. Après que Kotoko ait finalement accepté de les rencontrer, Yuki le porte et se dirige vers les montagnes où Kotoko les attend. Masayuki est choqué de découvrir qu'une jeune fille est l'être divin de la sagesse pour les êtres spirituels. Kotoko se présente à Masayuki et quand on l'interroge sur son petit ami, elle se met en colère et dit que son petit ami a refusé de venir avec elle. Après cela, elle revient au sujet principal et dit qu'elle a terminé son enquête concernant ce qui arrive à Masayuki.
puisque les dates des yokai sont différentes de celles des humains, elle demande à Yuki si elle connaît le jour où le meurtre a eu lieu, mais elle a du mal à répondre à cela. Kotoko dit qu'il est possible que Masayuki ait réellement tué Miharu, mais qu'il soit resté intentionnellement avec Yuki cette nuit-là afin de gagner la confiance de Yuki. Puisque Yuki lui fait confiance, Yuki voudrait tout faire pour lui. Il peut facilement dire à Yuki de tuer ceux qui lui ont fait du tort par le passé. Yuki entend cela et commence à pleurer. Masayuki est sidéré par tout ce qu'il entend et ne sait même pas si Kotoko dit la vérité ou non. Masayuki ne peut pas croire la fabrication que la dame a inventée, et quand il essaie de se défendre, il est frappé par une autre déduction qui le laisse tremblant. C'est alors que Yuki baisse la tête et supplie Kotoko de faire confiance à Masayuki, car c'est une bonne personne qui ne peut pas faire toutes les choses que Kotoko a dites plus tôt. Yuki affirme que Masayuki est un homme gentil, incapable de faire de mauvaises choses. Kotoko les choque alors en révélant qu'elle est consciente que Masayuki est innocent. Elle dit que tout ce qu'elle a dit est fondamentalement un mensonge qu'elle a fabriqué. Elle sait que Masayuki n'essaye pas d'utiliser Yuki pour ses propres raisons égoïstes, car il aurait essayé de coucher avec elle s'il avait voulu cela. Mettre Yuki enceinte aurait été le meilleur moyen de la faire lui faire confiance, mais il ne l'a pas fait. Elle n'a fait cela que pour montrer à Masayuki à quel point il est important pour Yuki. Elle est prête à défier celle qui est un être divin, juste pour prouver à Kotoko que Masayuki est innocent. Elle assure ensuite à Masayuki qu'elle a déjà résolu l'affaire, et elle leur expliquera en détail tout ce qui concerne l'affaire. Kotoko dit à Masayuki qu'elle sait déjà qui est le coupable, et même sans son aide, ses chances d'aller en prison sont maintenant assez faibles. Elle raconte que Miharu aurait menacé Masayuki avec la lettre s'il était celui qui l'avait tué. En plus de cela, il aurait essayé de s'amuser avec elle, ou même de la voler, juste pour faire croire à un vol. Il n'y a aucun signe de cela, et la police a pu facilement déduire que Miharu a été tué par quelqu'un qui lui en veut. De plus, la police aurait continué à l'interroger quand on lui a demandé s'il avait un alibi. Et il a répondu oui. Cependant, Masayuki bégayait, ce qui signifie qu'il ne savait pas quoi dire, et cela prouve aux flics qu'il n'était pas préparé à l'interrogatoire. Cela montre en outre qu'il n'avait rien à voir avec la mort de la dame car il se serait préparé à l'arrivée de la police. Kotoko leur dit alors que le tueur a intentionnellement écrit Masayu sur le nom du cadavre pour diriger les flics vers Masayuki comme principal suspect. Masayuki commence à se demander qui aurait pu penser à le piéger, car il n'a jamais parlé à personne de ce qui s'était passé entre lui et Miharu. Kotoko lui dit que le tueur est quelqu'un de proche de lui et qui se serait assuré qu'il n'ait pas d'alibi la nuit du meurtre. Avant même que Kotoko ne puisse mentionner la personne, Masayuki a déjà compris que la seule personne qui aurait pu faire cela est Lizuka. C'est alors qu'il reçoit un appel de Lizuka, mais il refuse de décrocher et il raconte à Kotoko sa relation avec Lizuka. Il dit que Lizuka est son ancienne employée qui est restée à l'entreprise après qu'il en ait été chassé. Il se souvient avoir reçu un appel de Lizuka la nuit du meurtre pour savoir s'il était chez lui. Kotoko dit alors aux deux que Lizuka a mis son plan de meurtre en œuvre dès qu'elle a réalisé que Masayuki était chez lui et n'aurait pas d'alibi. Masayuki commence à se demander pourquoi Lizuka essaie de le piéger pour meurtre. Kotoko dit qu'elle n'a pas la réponse aux soupçons selon lesquels Lizuka le veut, mais Masayuki ne ressent pas la même chose. Elle a essayé d'attirer l'attention de Masayuki, mais Masayuki ne se sent plus attirée par les humains à cause de son expérience passée. Quand Masayuki demande à Kotoko comment elle sait que la police se désintéresse de lui, elle lui dit qu'elle a fait espionner les flics par certains de ses sujets. D'après les témoignages qu'elle a recueillis, elle réalise que Masayuki n'est pas le coupable. Une fois cela réglé, Kotoko se lève pour partir et elle dit aux deux qu'ils ont ses bénédictions. C'est alors que Kuro apparaît de l'endroit où il se cachait. Yuki a peur quand elle voit le gars, et elle dit à Masayuki que c'est celui dont elle lui a parlé. Elle sait que Kuro ne veut aucun mal, mais elle a juste peur quand elle est près de lui. Yuki porte Masayuki et l'emmène de là après avoir remercié Kotoko pour son aide. Une fois les deux partis, Kotoko en dit plus à Kuro sur ce qu'elle a appris concernant l'affaire. Lizuka approche Miharu avec le mensonge qu'elle veut lui dire quelque chose à propos de Masayuki. Miharu s'y intéresse et demande à Lizuka de la suivre au bord de la rivière. À son insu, elle vient de fournir à Lizuka l'occasion parfaite de la tuer. Elles arrivent au pack là et Lizuka déchaîne le marteau qu'elle a caché dans son sac. Elle tue ensuite Miharu avec ce marteau et arrange le cadavre pour piéger Masayuki. Kotoko dit à Kuro que Lizuka a décidé de tuer Miharu parce qu'elle voulait un moyen de se rapprocher de Masayuki. Elle veut piéger Masayuki pour le crime et être celle qui le consolera quand il aura finalement des ennuis. Elle voulait être l'épaule sur laquelle Masayuki pourrait pleurer et utiliser cela pour entrer dans sa vie. Cependant, elle ne parvient pas à calculer le fait qu'elle n'aura pas accès à Masayuki lorsqu'il sera arrêté pour meurtre. Kotoko affirme que la police prendra un temps considérable pour élucider l'affaire, mais d'ici là, Masayuki aura certainement la force d'accepter la vérité. Yuki se serait également rapproché de lui, et cela représenterait une véritable pierre de guérison pour son cœur. Kuro mentionne ensuite le fait que tous les ennuis de Masayuki sont toujours venus des femmes. Kotoko en rit, puis elle dit que Masayuki a probablement une malchance tenace avec la gent féminine. Même avec Yuki, Masayuki pourrait bien se retrouver paralysé à tout moment s'il ne se montre pas extrêmement prudent. Kuro se compare alors à Masayuki, car il souffre lui aussi avec Kotoko comme petit ami. D'un autre côté, Masayuki a maintenant admis que Yuki pourrait rester plus longtemps que lui, mais il doit rendre chaque instant passé avec elle absolument spécial.
Il s'avère que Masayuki laisse enfin quelqu'un entrer dans sa vie après une très longue période. Dans la scène suivante, Kuro demande à Kotoko si elle a réussi à retrouver Rika, mais elle répond que non. Elle s'est assurée de ne laisser aucune trace depuis sa dernière évasion. Rika ne reste jamais longtemps au même endroit et elle choisit des lieux où il y a moins d'êtres spirituels dans l'environnement afin d'éviter qu'ils ne l'espionnent. Kotoko raconte ensuite comment elle a un jour parlé à Rika de ce qu'elle craignait le plus au monde. La seule réponse que Rika lui a donnée à l'époque était qu'elle avait très peur de Kotoko. Kuro est surpris d'entendre cela et demande si Rika la déteste, mais elle répond que non. La scène revient 2 mois en arrière, avant les événements actuels. On voit Rika vivre dans un nouvel appartement qu'elle vient de louer. Elle et le gérant, Kazuyuki, semblent s'apprécier mutuellement. Kazuyuki et sa petite amie, Oki, discutent dehors devant l'appartement quand elle leur dit qu'elle se dirige vers les courses de chevaux. Quelques secondes plus tard, ils entendent un camion percuter la dame. Rika est projetée au loin, un liquide rouge s'échappant de sa bouche. Une femme dit à Kazuyuki et Oki que Rika a été frappée par le camion parce qu'elle essayait de sauver sa fille. Le gérant est effrayé, mais il est choqué lorsqu'il court vers Rika. Il la voit debout. Rika affirme qu'elle va bien et qu'il n'y a aucun signe de blessure sur son corps, même après l'impact du camion. Plus tard cette nuit-là, Kazuyuki et sa petite amie discutent de la chambre 305 où Rika vient d'emménager. Apparemment, il y a eu 3 suicides dans cette chambre, mais Rika reste imperturbable. Le gérant ne sait pas si elle a des proches, car elle n'a emménagé qu'avec une seule valise. Les deux s'assoient pour regarder la course de chevaux, seulement pour découvrir que le pari que Rika avait fait plus tôt a été gagnant et qu'elle a remporté une somme d'argent absolument ridicule. Ils sont encore au milieu de cette conversation lorsque Rika apparaît. Les deux sont surpris de découvrir que Rika a été libérée de l'hôpital. Il lui parle de sa victoire, mais elle ne semble pas vraiment s'en soucier. Elle est sur le point de partir quand les deux l'invitent à dîner. Pendant le dîner, ils parlent de la chambre dans laquelle elle a emménagé. Après avoir entendu les circonstances dans lesquelles les 3 personnes précédentes sont décédées, elle leur dit qu'il n'y a rien à craindre. Elle les assure que rien d'anormal ne s'est produit et elle l'associe à des causes tout à fait naturelles. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a emménagé dans cette chambre, elle leur dit qu'elle se cache de son cousin et de sa petite amie. Elle affirme que la petite amie de son cousin lui rend la vie difficile. On lui demande alors pourquoi elle se sent mal à cause de cela. Et elle leur fait savoir qu'elle est censée être celle qui est avec son cousin et non pas n'importe quelle fille au hasard. Plus tard, Rika vient dire au gérant qu'elle part et elle lui laisse une énorme somme d'argent pour qu'il prenne soin de lui. Elle le supplie ensuite de ne pas parler d'elle à son cousin et à sa petite amie car ils ont déjà découvert son emplacement. Maintenant, à l'époque actuelle, Kuro et Kotoko arrivent à la maison. La première impression que Kotoko donne aux deux est qu'elle est une personne absolument horrible. Kotoko et Kuro demandent à être conduits dans la chambre d'où elle a déménagé et le gérant s'exécute. Kotoko inspecte la chambre pour voir si Rika a laissé quelque chose derrière elle, mais elle ne trouve rien. Elle mentionne le fait que Rika sera désormais plus prudente de rester trop longtemps au même endroit car elle a failli être attrapée cette fois-ci. Après avoir vérifié la chambre, Kotoko assure au gérant qu'il n'y a rien de surnaturel lié à la pièce et qu'ils peuvent simplement y faire emménager quelqu'un d'autre. Le gérant demande alors à Kotoko d'expliquer pourquoi la dernière personne qui s'est suicidée l'a fait, car il n'avait aucun problème et allait parfaitement bien. Kotoko dit que le gars a fait cela parce qu'il voulait savoir s'il était la raison pour laquelle son ex-petite amie s'était suicidée. Apparemment, son ex était la 2e personne à s'être suicidée dans la chambre après leur rupture. Cependant, le gars a réalisé que la chambre n'était pas hantée et a décidé de mettre fin à ses jours après y avoir trop réfléchi. Il ne voulait pas que la société le blâme pour la mort de son ex et a pris la décision audacieuse de se suicider par culpabilité excessive. Après leur départ, le gérant et sa petite amie parlent de ce qu'ils viennent d'entendre concernant Rika et ses proches. Ils commencent à se demander si elle n'est pas simplement amère et blessée que Kotoko lui ait pris son cousin. D'un autre côté, Kotoko dit à Kuro qu'elle a réalisé que Rika raconte aux gens qu'elle est une personne horrible. Ensuite, une vieille dame, Tai, est vue en train de faire de l'exercice chez elle et de s'amuser avec son chat. Il s'avère qu'elle a en fait trouvé le chat sur le pas de sa porte quelques mois auparavant, et elle l'a recueilli parce qu'il était faible. Le chat est resté avec elle depuis et a refusé de partir, lui servant de compagnon. Plus tard, Tai fait son jogging habituel lorsqu'elle rencontre les habitants de la ville qui sont rassemblés sur le rivage. Le maire est également avec eux et ils se plaignent du nombre de poissons morts qui s'échouent. Cela se produit depuis un mois et les pêcheurs de la ville sont déjà très inquiets. Ils doivent trouver une solution à cela, sinon ils manqueront de poissons et très rapidement. Les pêcheurs soupçonnent qu'une malédiction les affecte, mais Tai leur dit de ne pas penser de cette façon. Ils appellent ce phénomène la malédiction de Zenta. Après leur avoir dit cela, Tai reprend son jogging, mais le maire la suit. Tai raconte alors que Zenta est un vieil homme dont le fils a quitté la ville pour fonder une famille. Lorsque le fils est revenu, il est revenu avec son propre fils, Tsubasa, qui est le petit-fils de Zenta. Peu de temps après, le petit-fils est renversé par une voiture. Malheureusement, les 4 touristes qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture n'ont reçu aucune punition. Il ne faut pas longtemps après cela que Zenta meurt de tristesse. Un mois plus tard, les poissons ont commencé à mourir et les gens ont associé cela à ce qui est arrivé à Zenta. Le maire, qui est occupé à suivre Tai, commence alors à parler de ce qui aurait pu se passer. Tai ne croit pas que Zenta soit la cause de tout ce qui se passe, mais le maire essaie de ramener son attention sur la série d'événements. Il dit que Zenta détestait probablement la ville pour ce qui est arrivé à son petit-fils. En plus de cela, il pourrait vouloir faire des choses qui chasseront les touristes de la ville. Tai ne croit pas à tout cela et dit que Zenta semble inoffensif.
Le maire lui rappelle alors que Zenta aurait pu en fait demander à quelqu'un de le faire pour lui. Immédiatement, il dit cela. Tei s'arrête net parce qu'elle veut très bien entendre ce que le gars a à dire. Le maire rappelle à Tei que Zenta sculptait une poupée dans le bois avant de mourir. Tei fut celle qui trouva le corps sans vie de Zenta, mais il n'y avait aucune poupée dans la maison. Tei se souvient en fait avoir trouvé le corps de Zenta chez lui et la poupée se tenait devant lui. Mais lorsque les premiers intervenants sont arrivés, il n'y avait plus aucun signe de poupée dans la maison. Le maire parle alors de la possibilité que la poupée ait reçu la vie de Zenta. Tei ne veut pas y croire car elle est sceptique quant au fait que la poupée soit responsable de la mort des poissons. Après une longue discussion, Tei et le maire arrivent à la conclusion qu'une cérémonie de purification sera organisée afin de laver le nom de Zenta de tout ce qui se passe. Tei rentre chez elle et trouve le chat en train de parler à l'un de ses amis fantômes et elle dit au chat d'arrêter d'inviter ses amis à la maison. Elle a déjà beaucoup de soucis et ne veut pas en ajouter à ses préoccupations. Elle veut juste que le chat agisse comme un chat normal, mais il n'y a aucun signe que quelque chose comme ça n'arrive un jour. Tei lui demande alors s'il sait quelque chose sur les poissons qui sont morts, mais le chat répond que non. Cependant, il décide de coopérer lorsque Tei menace de ne plus lui donner de vin fort. Il dit alors à Tei que la poupée de Zenta apparaît généralement vers 1h du matin. Il explique que la poupée descend habituellement de la montagne vers l'océan et qu'elle viendra sur la plage qui se trouve en dessous de la maison de Tei. Tei est sidérée quand elle entend cela. Cette nuit-là, les deux décident d'aller voir la plage. Tei est choquée de découvrir qu'il y a de nombreux monstres autour de sa maison. Quelques instants plus tard, la poupée apparaît et tout le monde, y compris les monstres, se cache à couvert. Soudain, un gorille apparaît et le chat assure à Tei que le gorille allait chez le chez Groué là pour combattre la poupée. Au même moment, un crabe géant apparaît également de la rivière. Le gorille et le crabe prévoient des noms, contraignent les bouvets d'étrangler la poupée et de l'éliminer ensemble. Cependant, la poupée libère une rafale d'ondes électriques de sa main et élimine le crabe. Le gorille aurait également été anéanti, mais il a réussi à bloquer l'attaque avec son arme. Le gorille réalise qu'il n'est pas de taille face à la poupée et choisit de rester en retrait. La poupée s'enfonce ensuite sous l'eau. Le chat dit à Tei que l'électricité ne sort que de la main droite de la poupée, mais qu'elle est trop rapide pour qu'il puisse la maîtriser facilement. Juste à ce moment-là, la poupée libère une énorme vague d'électricité dans l'eau. Tei est choqué de voir cela et commence à se demander si Zenta déteste tellement la ville qu'il est prêt à aller aussi loin. Après cela, Tei et le chat rentrent chez eux et le chat lui dit que la poupée va à la montagne pour se sécher une fois qu'elle a fini, mais personne n'est assez courageux pour la suivre et savoir où elle se repose. Tei est inquiète à ce sujet, mais le chat assure à Tei qu'un être spirituel a porté l'affaire à Kotoko pour obtenir de l'aide et qu'elle arrivera le lendemain. Le lendemain, Kuro et Kotoko se présentent chez Tei. Tei est surprise de découvrir qu'un être humain normal est une entité divine pour les êtres spirituels. Kuro apporte un cadeau à la femme et elle les invite chez elle pour poursuivre leur discussion. Après avoir tout entendu concernant la poupée et sa fabrication, Kotoko dit que ce serait bien si elle pouvait joindre Rika car elle est l'experte en ce genre de choses. Kotoko sait que la poupée a été créée par rancune et le vieil homme a modelé la poupée d'après le film Pinocchio, donc la poupée s'appellera Pinocchio à partir de maintenant. Kotoko est choquée quand elle découvre qu'une partie de la poupée est créée à partir de bois contenant une météorite. Tei explique que Zenta est allé dans la forêt pour mettre fin à ses jours, mais c'est à ce moment-là qu'une branche contenant une météorite est tombée accidentellement devant lui. Il a ramené la branche chez lui et avec le temps, il en est devenu obsédé. Quand Zenta en a parlé aux gens, ils se sont moqués de lui et n'ont pas cru qu'il y avait un bois qui contenait une météorite. Le vieil homme se met au travail sur le bois avec l'espoir que la pierre incrustée en lui aura le pouvoir d'exaucer son souhait. Il espérait ramener son petit-fils à la vie et le seul bras qui contient la météorite est l'endroit d'où provient l'onde électrique. Le chat est surpris de découvrir que la météorite est ce qui donne à Pinocchio la capacité d'utiliser des pouvoirs électriques. Le chat est inquiet qu'il n'ait aucune chance contre un être cosmique, mais Kotoko semble pleine d'espoir. Tei croit que Kotoko n'a pas la force ou la puissance de feu pour combattre la poupée, mais le chat lui dit qu'ils ont Kuro de leur côté, ce qui est tout ce qui compte. Il dit à la dame que Kuro est puissant et peut même être considéré comme un monstre. Après avoir recueilli toutes les informations dont elle a besoin, Kotoko décide que tendre un piège est la meilleure option pour se débarrasser de la poupée. Elle prévoit d'enterrer des explosifs dans le sable où la poupée passe, et ils la feront exploser en morceaux dès qu'elle marchera dessus. Elle mentionne ensuite une alternative au cas où on ne pourrait pas trouver d'explosifs, et c'est l'utilisation de substances inflammables pour se débarrasser du monstre. Kotoko dit alors quelque chose d'étrange à ce sujet. Elle se demande pourquoi la poupée ne s'en prend pas aux 4 étudiants qui étaient dans la voiture qui a tué le petit-fils de Zenta. Il est évident que Zenta déteste les 4, mais il n'y a eu aucune nouvelle que les 4 jeunes soient morts mystérieusement. Kotoko assure alors à Tei qu'elle trouvera un moyen de détruire la poupée sans causer de chaos ou de ravages aux habitants de la ville. Plus tard cette nuit-là, Kotoko, Kuro, les monstres et Tei se mettent à préparer le piège pour la poupée. Après que toutes les préparations ont été faites, Kotoko se présente pour dire à Kuro que la poupée se dirige maintenant vers le rivage. Ils ont quelques minutes pour se préparer et elle dit à Kuro d'être prudent et d'éviter de mourir. Elle ne lui dit cela que parce que les monstres se plaignent déjà, qu'elle ne se soucie pas de Kotoko. Peu de temps après, la poupée commence à s'approcher du rivage et Kotoko dit à Tei qu'ils doivent être prudents lorsqu'il s'agit de détruire la poupée.
Il existe des poupées maudites utilisées pour causer de la douleur à d'autres personnes, et Zenta pourrait avoir lié les 4 jeunes à la poupée dans l'espoir que la destruction de la poupée éliminerait automatiquement les jeunes qui ont tué son petit-fils. Kuro commence à se battre avec la poupée, mais ce n'est pas une tâche facile pour lui car il est électrocuté encore et encore. Kotoko explique en outre que Zenta avait déjà tout planifié. Puisqu'il en veut à la fois à la ville et aux 4 personnes qui ont tué son petit-fils, il fait d'une pierre 2 coups. Une fois que les habitants se rassembleront pour détruire la poupée, les étudiants mourront, et cela laissera les habitants avec de profonds regrets dans leur cœur. Zenta sera tiré d'affaire car il n'était pas responsable du coup fatal. C'est la raison pour laquelle Kotoko prévoit de défaire toute malédiction sur la poupée avant de mettre en œuvre son plan pour la détruire. La poupée marche bientôt sur l'endroit marqué, et Kuro en profite pour saisir le meilleur avenir possible. La poupée tombe dans un fossé, et les monstres tirent une corde déjà attachée au piège pour empêcher la poupée d'utiliser son arme. Kuro se met au travail, et il trouve 4 noms sur la poupée, mais quand il regarde de plus près, il réalise qu'il y a un autre nom dessus, et c'est le nom de Tai. Tai dit que le vieil homme a probablement ajouté son nom parce qu'elle semblait heureuse. Pour se débarrasser des noms, Tai suggère à Kuro de les décoller, et c'est ce qu'il commence à faire. Il décolle le nom de Tai et elle ne sent rien, ce qui signifie qu'elle est hors de danger. La poupée est ensuite détruite et Zenta révèle plus tard la raison pour laquelle Zenta a gravé son nom sur la poupée. Elle révèle comment ses enfants sont morts quand elle était plus jeune et comment son mari est également décédé, mais elle a toujours semblé heureuse sans montrer sa douleur. Elle conclut que c'est la raison pour laquelle Zenta la voulait morte. Alors que Kotoko et Kuro rentrent chez eux, il est révélé que la météorite est maintenant avec Kotoko pour être gardée en sécurité. Peu après, Kotoko rencontre le président du groupe Otonashi, le président Goichi. C'est un homme riche qui gère au moins 200 hôtels à travers le monde et il choisit de s'asseoir avec Kotoko pour avoir une conversation en tête-à-tête avec elle. Goichi dit à Kotoko qu'il n'est pas originaire de la famille Otanashi. Il travaillait dans l'un des hôtels mais s'est vu offrir un poste de direction. Et après cela, il a épousé la fille du PDG, Sumi. Sumi a donné naissance à 3 enfants et Kotoko mentionne une histoire qu'elle a entendue concernant Sumi. On disait qu'elle avait été attaquée et tuée par un cambrioleur, mais le coupable n'a pas été appréhendé depuis. Goichi surprend alors Kotoko en lui disant qu'il est le suspect qu'il recherchait. Goichi dit à Kotoko que ce n'est pas lui qui a tué Sumi, mais qu'il a engagé un renard nommé Yoko pour le faire à sa place. Cela s'est passé il y a 23 ans, et il a pu en apprendre davantage sur le surnaturel parce qu'il gère évidemment un hôtel. Kotoko commence déjà à se sentir mal à l'aise en entendant cela, et elle exige que le gars lui dise où il va, car elle ne lui a accordé une audience que parce que ses parents le lui avaient demandé. Goichi explique que Sumi essayait d'étendre les hôtels et qu'elle ne se souciait pas de ce qui arrivait aux autres. Elle avait intégré ses enfants dans l'entreprise et Goichi trouvait difficile d'y faire quoi que ce soit. Il est un jour reclus dans la maison de montagne, y réfléchissant, quand Yoko lui apparaît et lui propose de l'aider. Goichi voulait que Sumi meure afin de l'empêcher de corrompre leurs enfants. Yoko demande alors à Goichi ce qu'il veut qu'il fasse, et il dit au renard de tuer sa femme, ce qu'il accepte de faire. Cependant, le renard veut aussi quelque chose en retour, et c'est l'expansion du flanc de la montagne. Le renard veut que Goichi s'assure qu'il soit habité par des humains, et Goichi accepte l'accord. Une fois cela fait, Sumi est littéralement morte 10 jours plus tard, après avoir été attaquée dans la rue. Après l'organisation des funérailles, le renard apparaît à nouveau à Goichi et lui dit de ne pas oublier sa promesse, sinon il le tuera ensuite. 6 mois plus tard, Goichi a pu développer la montagne et les choses ont également commencé à bien se passer. Ses 3 enfants se sont détachés de l'entreprise hôtelière et se sont lancés dans autre chose où ils réussissent maintenant. Goichi dit à Kotoko qu'il mourra l'année prochaine d'une maladie, mais il n'en a pas encore parlé à sa famille. Il révèle qu'il est conscient que ce qu'il a fait était mal et ne verrait aucun inconvénient à être puni pour cela. Goichi a en fait un plan pour faire savoir à ses enfants qu'il a tué leur mère. Il veut le faire avant de mourir, et il a besoin de l'aide de Kotoko pour y parvenir. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse dire aux enfants qu'il a engagé un renard pour tuer leur mère sans l'aide de Kotoko. Peu de temps après, Kotoko fait en sorte que 2 autres renards trouvent Yoko et l'amènent à elle. Elle assure à Yoko qu'il ne sera pas puni s'il avoue avoir tué Sumi. 2 semaines plus tard, Kotoko en parle enfin à Kuro et lui fait savoir que le plan est toujours en cours. Elle a également l'intention de démanteler toute la richesse que Goichi a accumulée au cours de sa vie. En plus de cela, Kotoko veut effrayer les enfants de Goichi et s'assurer qu'ils n'aient plus jamais rien à voir avec le surnaturel. Elle va également s'assurer que Yoko soit punie pour s'être immiscée dans les affaires du monde humain. Kotoko veut aussi résoudre cela d'une manière où Goichi ne se sentira pas si à l'aise et détendu qu'il pourra simplement se tourner vers le surnaturel chaque fois qu'il rencontrera un problème. Kotoko sait que Goichi a son propre plan, mais elle a aussi le sien, qui va annuler celui du président. Elle ne va pas le révéler tout de suite, pas avant le moment opportun. Plus tard, Kotoko élabore un plan. Elle dit à Goichi qu'il va avouer à ses enfants qu'il est celui qui a tué leur mère, et leur demande de lui dire comment il l'a fait. Il va leur assurer que quiconque trouvera la bonne réponse aura droit à la richesse qu'il a accumulée jusqu'à présent. Kotoko veut que Kuro l'aide ce jour-là. Il refuse initialement l'offre, mais change d'avis plus tard et dit à Kotoko qu'il l'aidera.
Le 3 septembre, Goichi rassemble toutes les personnes qu'il sait être liées à lui et leur expose les conditions entourant le partage de l'héritage. Parmi les personnes qu'il a réunies figurait le mari de sa fille. Kotoko sera la juge présidente et Goichi assure à sa famille qu'ils verront la vérité après que leurs réponses auront été présentées. Kotoko leur dit que l'exercice durera 2 jours et qu'ils ont ces 2 jours pour eux afin de trouver les meilleures réponses. Il s'avère que la petite fille de Goichi, Ryan, a reçu une offre du fils aîné, Ryoma, pour résoudre l'affaire à sa place. Et si elle parvient à trouver la bonne réponse, elle est libre de dépenser l'héritage qu'elle acquiert comme bon lui semble. Une fois tous assis, Kotoko leur explique pourquoi le président l'a choisi pour présider cette affaire. De plus, elle mentionne que le perdant la blessera, mais le groupe l'assure qu'ils ne lui feront absolument rien. Elle leur demande s'ils savent qui elle est. Mais ils répondent non. Certains ont tenté de vérifier ses antécédents, mais tous ont échoué. L'un d'eux a même eu son neveu, qui fréquentait la même école que Kotoko, le prévenant de ne pas se mettre à dos la jeune femme. Après avoir entendu tout cela, Kotoko les assure qu'elle est une personne plutôt sympa et qu'ils n'ont rien à craindre. Avant de quitter la pièce, Kotoko dit au groupe qu'ils sont libres de former une alliance. Une fois la bonne réponse trouvée, ils pourront se partager l'héritage et ils décideront aussi de la manière dont ils veulent établir les classements. Ce qu'ils décideront, elle le rapportera à Goichi. Elle leur donne 1 heure pour y réfléchir et s'en va. Une fois qu'elle a quitté la pièce, le groupe commence à débattre de la façon d'aborder la situation. Ils veulent que cela soit résolu de la manière la plus simple possible. Ryan est la plus calme de tous et elle cherche la faille dans chaque détail. Elle se calme pour réfléchir à tout ce que Kotoko leur a dit concernant l'affaire du meurtre. Kotoko entre ensuite pour expliquer en détail comment le meurtre a été commis et la date. Elle leur a raconté comment Sumi a été tuée alors qu'elle quittait l'hôpital pour ses examens privés. Son sac à main a été volé, forçant la police à classer l'affaire comme meurtre et vol. Kotoko a également mentionné toutes les menaces que leur mère leur avait faites, de son vivant. Elle aimait les menacer de les exclure de l'entreprise s'ils ne faisaient pas ce qu'elle voulait. Elle dit que tout cela est suffisant pour que les enfants veuillent la tuer, mais qu'ils ne sont pas responsables du meurtre car ils avaient tous un alibi. Elle a également mentionné le fait que Goichi lui-même n'était même pas en vie lorsque cela s'est produit. Le groupe entier commence à raconter comment s'est déroulée leur journée le jour de la mort de leur mère. Il semble que chacun d'eux avait un solide alibi sur lequel s'appuyer. Après avoir entendu tout cela, Ryan se met en colère et demande à Kotoko si elle essaie d'insinuer que Goichi a attendu qu'ils aient tous un solide alibi avant de tuer leur mère. Mais Kotoko répond non. À mesure que l'affaire progresse, Ryan parle d'abandonner car elle se soucie peu de l'héritage, mais quelque chose la pousse à ne pas le faire. C'est alors que le deuxième fils, Tsutsumu, prend la parole et révèle comment lui et l'aîné avaient des plans pour tuer leur mère. Cependant, leur mère a été tuée alors qu'ils étaient encore en train de planifier cela. Ryan est surprise d'entendre cela, et elle raconte comment son père et son oncle se disputaient toujours et n'avaient même jamais été en bons termes depuis des années. Kotoko dit que cela se produit à cause de ce qu'ils ont vécu ensemble il y a des années. Cependant, Kotoko sait que les deux ne sont pas les coupables car ils ont un solide alibi pour se couvrir. C'est alors que Susumu mentionne le fait que leur alibi était un faux. Il dit que Ryoma et lui ont en fait organisé une fausse bagarre pour faire croire à tout le monde qu'ils étaient au bureau. Ils se sont d'abord battus à l'extérieur du bureau, puis ont continué à l'intérieur. Ils savaient que personne ne viendrait les séparer et l'un d'eux a profité de cette occasion pour s'éclipser et tuer leur mère. C'est le plan qu'ils avaient, mais ils supposent que Goichi en a eu connaissance et a procédé à l'élimination de Sumi lui-même. C'est l'affirmation que Susumu présente. Il le soutient en disant que Ryoma a envoyé sa fille à la réunion parce qu'il voulait qu'elle apprenne la vérité. Après que Susumu ait dit cela, il révèle à quel point il est soulagé d'avoir dit la vérité après de nombreuses années. C'est maintenant l'heure de la confession de Karuko et elle est représentée par son mari. Kotoko suggère que l'alibi de Karuko était faux le jour du meurtre. Elle est sortie ce jour-là, a tué sa mère, est rentrée chez elle et s'est fracturé la jambe pour faire croire qu'elle était restée à la maison toute la journée. Après avoir entendu cela, le mari de Karuko, Koya, lâche que la déduction est juste. Cependant, ce n'est pas eux qui ont tué Sumi. Ils étaient encore en train de faire des plans lorsqu'ils ont été informés que Sumi avait été tué. Ils croient que Goichi en a eu connaissance et a fait justice lui-même. Les deux groupes parlent de leur soulagement d'avoir avoué. Ils se tournent vers Kotoko pour savoir la suite, mais Kotoko leur dit que ce n'est pas encore fini. Elle leur explique qu'ils n'ont fait que confesser leurs péchés, mais n'ont pas fourni la vraie réponse qu'elle et Goichi attendent. Elle veut qu'ils déterminent comment Goichi a tué leur mère, et c'est là le vrai piège auquel elle veut des réponses. Après avoir entendu cela, toutes les personnes concernées sortent prendre l'air. Une fois parti, Kuro se dirige vers la chambre pour se reposer, et Kotoko le rejoint. Kuro parle des méthodes que Kotoko utilise pour faire avouer les individus. Elle dit que Goichi n'est pas au courant, mais qu'elle le fait intentionnellement. Elle a même l'intention de leur trouver une solution car elle ne veut pas attendre qu'ils trouvent les leurs. Rion sort pour appeler son père concernant ce qu'elle vient d'apprendre. Elle est surprise d'entendre cela, mais elle n'est pas en colère. Cependant, elle pense que son père aurait dû venir à la réunion lui-même. Son père dit qu'il avait peur que Goichi le dénonce, et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'envoyer Rion.
Il raconte ensuite à Rion qui est sa grand-mère, et comment elle était une tyran, qui ne voulait que ses désirs soient exaucés. Il dit que le père de Sumi, Denjiro, est celui qui a tracé la voie pour sa fille. Il lui a dit ce qu'il fallait faire, et la dame a suivi cela à la lettre. Pour développer l'entreprise, elle a essayé de contrôler ses enfants et de les faire obéir à ses désirs. Cela se passait bien de son vivant. Cependant, Ryoma sait que Sumi est la marionnette de Denjiro, et ne peut pas dire non à son père. Elle savait que ses enfants devaient trouver le bonheur, mais il n'y avait aucun moyen pour elle de les libérer. Ryoma dit alors que sa mère est morte au bon moment, car ils ont pu préserver l'entreprise, et ses enfants ont aussi trouvé le bonheur. Il considère sa mère comme chanceuse, mais ne croit pas qu'il ait eu raison d'essayer de la tuer. Après avoir entendu tout ce que son père avait à dire, Rion réalise que Kotoko a en fait essayé de lui donner un indice. Elle a réussi à comprendre quelque chose de ce que son père a dit, et elle met fin à l'appel ensuite. En revenant dans la pièce, Rion dit à tout le monde, y compris à Kotoko, qu'elle a compris ce qu'elle veut. Kotoko sourit en entendant cela, et c'est probablement dû au fait qu'elle lui a tout exposé depuis le début. Ryan crache, alors qu'elle est arrivée à la conclusion que sa grand-mère s'est suicidée. Les autres ont du mal à y croire, et Ryan décide de leur expliquer. Elle dit que Sumi est une femme qui a réussi, mais qu'elle est au bord de l'échec, et ne veut pas que cela arrive car elle devra rendre des comptes à Denjiro. Sumi a réalisé que la seule façon de sortir de la terreur qu'elle ressentait, et aussi de protéger l'entreprise, était de se suicider. Tsusuma se demande pourquoi leur mère n'a pas simplement désobéi à Denjiro, et Kotoko lui fait savoir qu'elle était sous tellement de pression, et se suicider était la seule solution qu'elle voyait. De plus, elle a décidé de le faire de manière à ce que le public ne voit pas qu'elle avait mis fin à ses jours. Rendre évident qu'elle s'était suicidée aurait détruit la réputation de l'entreprise. Rion leur explique ensuite comment Sumi s'est assurée d'être seule dans une ruelle avant de sortir un couteau qu'elle avait caché. Elle tient ensuite le couteau avec ses vêtements pour éviter d'y laisser des empreintes. Une fois cela fait, elle s'enfonce le couteau et tombe, mourant. Tsusumu se demande alors pourquoi Goichi prétendrait avoir tué Sumi alors que ce n'était pas lui. Rion dit que Goichi a peut-être été celui qui lui a donné le coup de pouce final pour faire cela, et par là, il se sent responsable. Rion dit que tout le coup de pouce dont Sumi avait besoin était que Goichi lui dise que ses enfants la voulaient morte, et elle s'y serait jetée sans hésiter. Après avoir entendu cela, Tsusumu est triste, affirmant que les enfants ont quelque chose à voir avec sa mort, mais Kotoko conteste cela. Il dit qu'il n'y a aucune assurance que leur père savait qu'il prévoyait de tuer leur mère. Il a dû utiliser les enfants pour atteindre Sumi. Après avoir présenté sa réponse, Kotoko demande aux autres s'ils sont d'accord avec elle, et ils disent tous oui. Puisqu'ils ont tous accepté cela, elle leur dit qu'elle va présenter la réponse à Goichi le lendemain à midi. Elle demande à Ryan si elle aimerait dire la réponse à Goichi elle-même, et elle accepte. Tout le monde est soulagé d'être parvenu à une solution probable, et il y a un air de soulagement parmi eux. Le lendemain, Goichi leur dit que leur réponse est correcte, mais leur fait savoir qu'il n'a aucune idée de leur plan pour tuer leur mère. Il est soulagé d'avoir pu le faire avant qu'ils n'exécutent leur plan. Il est prêt à prendre la responsabilité d'avoir tué Sumi, et tout ce qu'il veut d'eux, c'est qu'ils le regardent mourir. C'est alors qu'il leur fait savoir qu'il mourra assez tôt. Ils sont choqués d'entendre cela, mais ils n'ont d'autre choix que de suivre le choix du vieil homme. Kotoko lui dit alors que Rion a accepté de permettre à Goichi de partager l'héritage comme il l'entend. Goichi remercie ensuite Kotoko pour son aide, mais elle dit à l'homme qu'il n'y a pas besoin de la remercier car ce n'est pas encore fini. Kotoko se lève pour dire à Rion que Sumi ne s'est pas suicidée. Cependant, elle a été assassinée, et Kotoko est prête à leur dire qui est le vrai tueur. Une scène de flashback montre Kotoko interrogeant Yoko, et il révèle que ce n'est pas lui qui a tué Sumi. Il a seulement fait semblant de l'avoir fait afin d'obtenir la récompense de sa part. Il révèle qu'il prévoyait d'attaquer Sumi le jour où elle était seule. Mais alors qu'il était sur le point d'agir, Sumi a été prise en embuscade par quelqu'un qui l'a tué. Yoko voulait faire croire que c'était lui et il s'est rapidement transformé en l'apparence de Sumi et il a crié qu'un voleur attaquait afin d'attirer l'attention des gens sur le corps. Kotoko comprend facilement que Yoko sait qui est le tueur et c'est la raison pour laquelle il a choisi de les protéger. Et Yoko est d'accord avec cela. Yoko révèle que le vrai tueur est Kaworuko. Et c'est exactement ce que Kotoko leur dit à tous lors de la réunion. Kotoko explique que Kaworuko a approché sa mère en raison de leur relation, et c'est alors qu'elle lui a enfoncé le couteau, et a également fait passer cela pour un vol. Kotoko fait face à Koya et lui fait savoir qu'il a abandonné son mensonge lorsqu'il expliquait comment Karuko et lui avaient prévu de tuer Sumi. Kotoko sait que la confession de tous l'a poussé à avouer aussi, mais il est le seul à être prêt à laisser Goichi endosser la responsabilité du meurtre. Kotoko dit qu'elle n'aurait rien dit, mais elle a décidé de le faire quand elle a réalisé que Koya n'était pas prêt à avouer ou même à se sentir coupable de ce qui s'était passé. Koya se met en colère en entendant cela. Il commence à tout démentir, essayant de prouver l'innocence de Kaworuko. Kotoko lui fait savoir que Sumi ne veut pas non plus que sa fille soit punie, et c'est la raison pour laquelle elle a crié qu'un homme l'avait attaqué afin que la police puisse suivre une fausse piste. Koya essaie de devenir agressif après avoir entendu tout cela, mais il se calme plus tard quand il réalise que Kotoko a tout prévu. Goichi a du mal à croire que sa fille est responsable d'avoir tué sa mère.
Kotoko fait face à Goichi et lui dit de faire ce qu'il veut de l'information. Elle a réussi à lui donner une leçon, ne pas se fier au pouvoir supérieur ni s'en mêler. C'est la vérité qu'il est forcé d'affronter après un long moment. Elle lui dit que son désir de tuer sa femme l'a aveuglé sur le fait que sa fille aurait pu le faire. Après avoir dit tout cela, Kotoko dit à Kuro qu'il est temps pour eux de partir. C'est alors que Koya pointe une arme sur les deux, les empêchant de quitter la pièce. La famille Odenashi est secouée en voyant Koya sortir une arme. Ils essaient de le persuader de ne pas le faire, mais il insiste sur le fait que Kotoko et Kuro doivent mourir. Kotoko essaie de le dissuader, mais il reste inflexible. Kuro décide alors de l'approcher amicalement, mais Koya tire une balle dans sa tête et Kuro tombe au sol, les laissant tous sous le choc total. Il marche vers Kotoko avec l'intention de lui faire du mal, mais Kuro revient à la vie et lui prend l'arme. Koya est saisi de peur en voyant cela, et il commence à trembler. Kuro dépose l'arme sur l'étagère et Kotoko dit à Goichi de faire ce qu'il veut de ce qu'il a appris. Après avoir dit cela, Kotoko et Kuro quittent la pièce. Peu après, Kaworuko tente de se suicider, mais Koya la sauve et elle est restée à l'hôpital pendant 2 semaines. Elle a peur que Goichi ne révèle les événements au grand jour. Goichi a également été abattu par le choc de tout ce qu'il a entendu ce jour-là. Rion, Susuma et Ryoma parlent des événements. Rion dit qu'elle ne voudra plus jamais croiser Kotoko et Kuro, car elle ne croit pas qu'ils soient humains. Plus tard, Goichi appelle Kotoko et Kuro dans sa chambre pour leur parler de Rika. Apparemment, il avait entendu parler de Rika avant d'entendre parler de Kotoko. Rika fut la première personne qu'il consulta pour tenter de résoudre l'affaire. Il révèle ensuite que c'est Rika qui lui a dit que Kuro et Kotoko pouvaient l'aider. Avec le recul, Goichi a maintenant peur d'être même venu chercher de l'aide auprès d'eux, car plus rien ne lui semble réel. Kotoko commence alors à se demander pourquoi Rika voulait qu'elle soit celle qui résolve l'affaire. Kuro dit qu'elle a dû faire cela pour distraire Kotoko de ce qu'elle prépare ensuite, où elle l'a fait pour montrer à Kuro à quel point Kotoko est terrifiante. Cependant, Kuro est contente du fait que Kotoko ait résolu l'affaire sans y mettre d'émotion humaine. Ensuite, 2 amis, Jujoji et Kaijo, sont vus à l'intérieur du restaurant Ayunagi, savourant le meilleur repas qui leur est servi. Kotoko est assise de l'autre côté de la pièce, et l'un des hommes, Kaijo, a du mal à détacher ses yeux d'elle. Son ami lui demande finalement pourquoi il l'a invité au restaurant, et il répond qu'il veut qu'il parle de sa santé mentale. Il se trouve que la femme de Kaijo n'est plus, et il essaie juste de faire face à la vie. Alors que les deux continuent de parler, l'ami de Kaijo le frappe soudainement avec le coup qu'il est celui qui a tué sa femme, Yuki. Son ami dit qu'il est arrivé à cette conclusion en se basant sur la façon dont le corps a été retrouvé. Il continue en soulignant tous les facteurs qui entourent la mort de Yuki. Son ami affirme que Yuki prévoyait de divorcer de Kajio parce qu'il devenait trop collant et que Kajio ne voulait rien de tout cela. En bref, son ami déduit que Kajio a tué la dame afin de la garder pour toujours. Kajio demande des preuves à son ami, mais le gars dit qu'il n'en a aucune. Cependant, il est capable de déduire que Kajio est le coupable par sa façon de réagir. Il sait que Kajio est quelqu'un qui aurait voulu trouver le tueur de sa femme pour le tuer plutôt que de se morfondre sur sa mort. Son ami croit qu'il est satisfait du résultat du meurtre. Après avoir dit tout cela, Kajio lui demande s'il était celui qui avait amené Kotoko pour essayer de le coincer. Mais il répond non. Il rappelle à Kajio que c'est lui qui l'a invité à dîner il y a moins d'1 heure. L'ami de Kajio s'incline soudainement devant lui et lui demande pardon. Il a finalement réalisé que Kajio n'est pas le tueur, car s'il l'était, il n'aurait pas le temps de penser à Kotoko, qui est assise en face d'eux dans la pièce. Kajio demande alors à Jujoji pourquoi il n'a pas porté son hypothèse à la police, et Jujoji répond qu'il n'a jamais eu l'intention de dénoncer son ami à la police. Juste après que les deux aient conclu leur accord, Kotoko se lève et quitte le restaurant. Plus tard, les 2 amis quittent aussi le restaurant. Après s'être séparés, Kotoko apparaît à Kajio et se présente à l'homme. Elle lui dit ensuite de se livrer à la police car ils savent tous les deux que c'est lui qui a tué sa femme. Kajio raconte ensuite comment il a réellement tué sa femme. Il ne voulait pas que quiconque l'ait et il a mis fin à sa vie en faisant en sorte que cela ressemble à l'œuvre d'un criminel. Cependant, il ne se sentait pas bien à cause de cela. Il était sur le point de craquer lorsque Jujoji l'a accusé plus tôt, mais il a réussi à tenir bon et à esquisser un sourire. Cependant, il a l'intention de se livrer à la police. Ce qui le surprend réellement, c'est le fait que Kotoko, qui est une parfaite inconnue, soit au courant de cela. Il en conclut que Kotoko est une détective privée engagée par la famille de sa femme pour enquêter sur lui. Kotoko lui dit alors qu'il se trompe. Elle lui fait savoir qu'elle est en fait entrée dans le restaurant par pur hasard. C'est quand elle était à l'intérieur que le fantôme de sa femme l'a supplié de quelque chose. Kotoko lui fait savoir qu'il a eu du mal à dormir parce que le fantôme de sa femme s'est accroché à lui. Kotoko assure alors à l'homme que sa femme l'a informé qu'elle ne le quittera jamais même s'il se rend. C'est parce qu'il pourrait entrer dans les bonnes grâces de la société. Sa femme veut qu'il expie ses péchés et c'est la seule solution à portée de main. Kajio ne veut pas y croire, mais se sent soudainement à nouveau alourdi. Kotoko lui dit que sa femme a décidé de le punir parce qu'il n'est rien d'autre qu'une personne sans cœur. Kajio a peur et supplie Kotoko de l'aider à exorciser l'esprit de sa femme, mais Kotoko refuse. Elle lui fait savoir que sa seule obligation est envers les êtres spirituels, et puisque Kajio a enfreint la loi, il est censé en souffrir.
Kajio commence à penser à tuer Kotoko comme il l'a fait avec sa femme, mais il abandonne cette idée. Kotoko part et lui dit qu'il n'a d'autre choix que de continuer à vivre tel qu'il est actuellement. Cette nuit-là, Kotoko retrouve Kuro et elle lui raconte sa journée. Après cela, elle l'exhorte à tester sa fertilité car c'est la principale raison pour laquelle elle va au restaurant Unagi pour manger. Les deux se tiennent la main en rentrant chez eux avec un sourire aux lèvres et la scène devient noire. A ce stade, nous avons atteint la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de nouvelles vidéos.